Centrale Lyon 98. Je suis secrétaire Centrale Énergie et je m'occupe du thème des transports pour Centrale Énergie. Donc Centrale Énergie, vous devez connaître un petit peu. On organise des conférences, on a un flash tous les 2 mois. Et vous pouvez retrouver tout ça sur notre site www.centraleenergie.fr. Vous devez connaître par cœur d'ores et déjà, bien sûr. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais je travaille chez PSA Peugeot Citroën, donc c'est pour ça que je m'occupe du thème des transports. Alors, concernant les transports, on a fait des conférences techniques dernièrement pour Centrale Énergie. Donc on a eu la voiture à air comprimé de Guinègre, vous avez peut-être vu, le bilan carbone du véhicule électrique, et puis dernièrement, hybridaire de PSA justement, PSA Peugeot Citroën. Donc ce soir, on va avoir un sujet moins technique, un peu plus sociétal, avec un zoom sur la mobilité et son évolution, et notamment en France. Alors pourquoi on vous propose ce sujet? Parce qu'en 2014, en France, il y a eu une actualité assez riche avec des projets liés au transport, soit techniques, on va dire, soit fiscaux. Donc en vrac, les plus connus qui me viennent à l'esprit, il y a le fameux aéroport qui n'est pas encore construit mais qui fait débat. Il y a eu le projet d'écotaxe qui ne va pas se faire mais qui a fait débat. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Oui, bien sûr, la loi sur la transition énergétique qui fait encore débat. Donc, grosso modo, tout fait débat assez largement chez nous. Sur la transition énergétique, il y a encore eu un mot ce week-end de Manuel Valls pour dire que la France avait fait une erreur concernant le diesel et qu'il fallait rectifier ça. Et donc, on s'est posé des questions et on se demande, mais est-ce que la mobilité est une bonne chose? Est-ce qu'elle est souhaitée en France? Et si oui, est-ce qu'elle apporte, est-ce qu'elle contribue à la croissance dans le pays ou au bonheur des gens, quoi, admettons? Et puis à quel prix? Quel est le prix acceptable? Donc pour décrypter tout ça, on a demandé à Yves Crozet, qui est un expert du sujet, de venir nous présenter quelques travaux. Donc Yves Crozet est professeur d'économie à Sciences Po Lyon. Il est membre et ancien directeur du laboratoire d'économie des transports au CNRS et il est membre de la commission Mobilité 21. Voilà, donc si vous voulez bien, Monsieur Crozet, voilà, donc nous aurons 1 heure de présentation environ, et puis ensuite un temps de questions, puis un pot à la fin, et puis la vidéo, comme à chacune de nos conférences, sera disponible sur notre site internet. Bien, merci Aurélien, bonsoir à tous. Il se trouve que c'est la seconde fois que je viens vous voir, parce que je crois que c'est il y a 4 ans que vous m'aviez fait venir, on était à l'époque en plein Grenelle, loi du Grenelle, et donc on va pouvoir regarder le chemin parcouru, je ne sais pas si c'est dans le bon sens. Juste une précision sur le titre, c'est un titre volontairement alambiqué parce qu'on peut le regarder de différentes façons. On peut regarder France qui bouge et France qui freine au sens propre. Donc on va parler de la mobilité qui augmente, la mobilité qui diminue, laquelle augmente, laquelle diminue, pour les voyageurs et pour les marchandises. On va parler aussi de France qui bouge et de France qui freine au sens figuré, c'est-à-dire qu'il y a des réformes qui se font ou qui ne se font pas. Vous venez d'évoquer l'écotaxe poids lourd. Et donc on va... et puis n'oublions pas que France qui bouge et France qui freine, on peut avoir un a priori. On peut être plutôt favorable à la mobilité et défavorable à la décroissance, ou au contraire, on peut être défavorable à la mobilité et plutôt favorable à l'idée de freiner. Donc vous voyez bien que derrière ces mots tout simples qui bougent et qui freinent, il peut y avoir des a priori et puis il y a des points de vue un petit peu différents, et donc on va s'amuser avec tout ça. Alors pour vous rappeler la conférence d'il y a 4 ans, que vous avez forcément gardé en tête, ce petit graphique fabuleux, comme on n'en voit pas souvent, des graphiques log-log, où vous avez ici le produit intérieur brut par habitant en dollars constants de 2000, avec ici par exemple tous les points pour les États-Unis, et puis là vous avez la distance annuelle par personne. Et donc une extraordinaire corrélation, une extraordinaire liaison avec ce qu'on appelle nous une élasticité pratiquement égale à 1,
Donc quand on augmente de 10% le PIB, on augmente de 10% la distance moyenne. Donc les États-Unis, quand ils faisaient un PIB de 10 000 $ par habitant, ils faisaient 10 000 km par an, à 20 000 $, ils font 20 000 km. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et ça, c'est donc une espèce de corrélation, voilà, où parfois on la transforme en causalité, en disant il n'y a qu'à faire en sorte que les gens bougent plus avec des TGV et des avions, et comme ça on aura plus de croissance. Tous les élus nous racontent ça, en disant on va faire un aéroport, on va faire un TGV, on va faire une autoroute, et vous verrez, dès qu'il y aura ça, ça ira mieux. C'est bien sûr une inversion des termes, puisque c'est Y égale F de X, et c'est pas X égale F de Y. Donc c'est pas la croissance qui dépend de la mobilité, c'est bien la mobilité qui est le résultat de la croissance. Et donc voilà, jusqu'où on va bouger, vous voyez que là il y a un petit ralentissement. Quand les Américains sont passés à 30 000, ils n'étaient pas à 30 000 km, ils sont à 25 000. Il y a peut-être quelque chose qui ressemble à une asymptote quelque part ici, puis il y en a peut-être une aussi ici, en même temps. C'est-à-dire que la croissance, est-ce qu'on pourrait avoir chaque habitant de la Terre avec 100 000 $ par habitant et par an? C'est-à-dire plus que le Luxembourg aujourd'hui, qui est à 80 000. Pour toute la Terre, ça serait bien, mais est-ce que c'est jouable? Voilà, donc je vous rappelle ce petit élément qui est sur l'idée que plus on bouge, mieux c'est. Alors, on va fonctionner en deux temps ce soir. D'abord, on va faire un petit état des lieux de la mobilité au sens propre, donc qui bouge et qui freine, pour les voyageurs et pour les marchandises. Et puis après, on se posera justement la question du bouger plus et du bouger moins. Et comme je suis économiste, eh bien moi je vais le transformer en payer plus ou payer moins. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais on verra pourquoi on peut l'approcher comme ça. Alors, trois temps dans cette première partie. D'abord, on est en crise depuis 5 ou 6 ans, il y a moins de croissance, et donc très logiquement il y a moins de mobilité. Mais quand même, c'est pas si évident que ça, on va regarder ça de près. Donc ça c'est la courbe précédente. Si la croissance s'arrête, la mobilité arrête de progresser. Mais cette mobilité, parce qu'il y en a une qui continue à progresser, on se demande si elle n'est pas mal orientée. Et enfin, on fera un petit bilan un peu critique du Grenelle de l'environnement. Il y a des choses auxquelles on a cru, et peut-être qu'on s'est trompé. Et on va donc détailler un petit peu tout ça. Alors, commençons par la mobilité des ferroviaires, c'est en anglais, mais ça ne va pas poser de problème. Voilà, vous avez 61 milliards de passagers kilomètres dans les trains longue distance en France par an, dont à peu près 54 dans les TGV, et le reste pour les grandes distances, mais qui ne sont pas des TGV. Donc on voit bien l'énormité du trafic TGV, qui représente plus de la moitié du trafic total. 92 milliards en comptant les transiliens. Si on enlève les transiliens, les TGV, c'est 53 milliards sur 75 milliards. Vous voyez donc que le trafic des TER en France, c'est seulement 14 milliards de passagers kilomètres. Donc c'est un tiers, moins d'un tiers du trafic TGV. Alors bien sûr, un passager kilomètre, quand je suis venu tout à l'heure en TGV, j'ai fait 427 km entre Paris et Lyon, eh bien j'ai fait 427 passagers kilomètres, on est bien d'accord. C'est pour ça qu'on arrive à des milliards. Voilà, et ce que vous observez, c'est que sur la période de la crise, eh bien le trafic TGV, il est pratiquement stable, seulement plus 0,6% par an. Et comme les intercités ont baissé, parce que par exemple on a ouvert une ligne sur Besançon et que cette ligne elle a fait supprimer des trains classiques, eh bien au total le trafic à grande distance diminue. Et donc il y a un plafonnement, il y a une asymptote des TGV qui inquiète beaucoup la SNCF, on y reviendra tout à l'heure. Les TER se développent plutôt plus vite, et l'Île-de-France aussi. Mais au total, vous voyez que le total du trafic de voyageurs, c'est seulement plus 0,2. Donc c'est typiquement l'application du graphique précédent. Pas de croissance, la mobilité s'arrête. Deuxième chose, regardons la mobilité des passagers en voiture. Eh bien, vous voyez la circulation routière. Et là, il y a un plafonnement de la circulation routière en France, mais qui commence bien avant la crise. La crise est ici, et le plafonnement, il commence vers 2002. Alors qu'on était sur une croissance assez forte. Il y a quelque chose qui s'est produit ici, et qui peut s'expliquer par le fait que la voiture, d'une certaine façon, a atteint une certaine obsolescence, une certaine usure morale, tout simplement parce que la voiture ne permet pas d'offrir la vitesse qu'offrent les TGV. Et donc certains types de déplacements aujourd'hui, on n'imagine pas de les faire en voiture. Je ne pouvais pas imaginer aujourd'hui de venir en voiture à Paris pour vous voir. C'est pas possible. On a un TGV, on ne peut pas mettre 4 heures dans la voiture, plus les embouteillages, enfin 5 heures, plus les embouteillages pour rentrer et sortir. Donc on voit bien que les voitures consomment de moins en moins, donc la consommation de carburant diminue.
vous voyez qu'en France, les produits pétroliers consommés par l'aérien, c'est déjà 13% du total des produits pétroliers consommés. Donc là, on sait qu'à terme, on va avoir des problèmes sur l'importance des consommations de transport aérien. Si on regarde ce qui va se passer pour l'aérien, bien voilà l'évolution. Donc ça, c'est le trafic en nombre, en milliards de passagers kilomètres, de passagers kilomètres, oui c'est ça. Et puis, si vous regardez maintenant, donc vous voyez, on est sur quelque chose qui est un doublement régulièrement tous les 15 ans. Et puis ici, vous avez les émissions de CO2 qui sont liées à l'aérien. Donc la croissance est un peu moins forte parce que les avions ont fait des progrès. Mais comme le trafic augmente beaucoup, les émissions liées au transport aérien. Donc là, on a quelque chose de particulier, c'est que le transport aérien, entre guillemets, ne connaît pas la crise. On a une petite chute ici, avec 2008-2009, et puis immédiatement la crise passée, le transport aérien redémarre, y compris en France. Les trafics aériens progressent un peu partout, pas à des taux exceptionnels. L'aéroport de Lyon l'an dernier, il a juste un petit peu progressé de quelques milliers de passagers, mais les aéroports de Toulouse et Marseille progressent plus vite, Paris continue à progresser. Donc il y a bien quelque chose qui est surprenant, c'est que la mobilité qui est la plus émettrice de CO2, c'est celle qui progresse le plus. Et elle progresse le plus parce que c'est la mobilité qui vous donne de la vitesse. Et dès que vous faites, on a observé cela, quand quelqu'un partait en vacances chaque année en voiture, et que cette personne dit, tiens, cette année, je vais prendre l'avion, il multiplie par 4 sa distance. Et donc, forcément, comme il consomme à peu près 3,9 litres ou 4 litres par passager kilomètre, par 100 km par avion, eh bien, il consomme à peu près autant qu'une voiture, mais il fait 4 fois plus de distance. Donc, la consommation des personnes, de l'avion augmente, et la mobilité aérienne augmente. Alors, bien sûr, ce n'est pas la mobilité intérieure à la France. Celle-ci, elle diminue. À cause du TGV, il y a de moins en moins de vols internes à la France. Mais alors tous les vols européens et les vols transcontinentaux se développent très rapidement. Voilà pour les voyageurs. Excusez-moi, c'est le passager kilomètre au départ de la France. Au départ de France, voilà. Enfin, Voilà, mais ça, le chiffre que vous aviez là, c'est le monde entier. Hein. Ah. Voilà, ça c'est le monde entier. C'est pas la France. D'accord. Alors les marchandises, eh bien les marchandises c'est pareil. Vous avez ici depuis 1995, donc là on est en milliards de tonnes kilomètres, c'est pareil, hein, un passager est remplacé par une tonne. Et donc vous voyez la progression de l'ensemble du trafic à l'échelle européenne pour les 27 pays. Ça c'est la route, ça c'est le ferroviaire, et vous voyez la crise 2008-2009, le trafic diminue. Et aujourd'hui, le trafic routier en Europe est inférieur à ce qu'il était en 2008, en tonnes kilomètres. Sur le ferroviaire, on a régressé aussi, et puis on est revenu à peu près, pas tout à fait en dessous, au même niveau. Ça c'est la voie d'eau et les oléoducs, donc ça représente relativement peu. Donc, même chose, les marchandises réagissent aussi à la crise, et même on pourrait dire qu'elles surréagissent. C'est-à-dire que dès qu'on s'approche d'une croissance zéro, les tonnes kilomètres diminuent, et si par hasard la croissance repartait demain à 3% par an, par exemple, les tonnes kilomètres augmenteraient beaucoup plus vite. Donc il y a un phénomène d'élasticité variable, alors que c'est moins net pour les passagers. Si on regarde le fret, alors là où en France on est vraiment les mauvais élèves, voilà les tonnes kilomètres, le trafic des tonnes kilomètres. Là vous voyez l'Allemagne, très forte progression depuis 2000, la crise, et puis un rebond qui les ramène à peu près aujourd'hui au niveau d'avant-crise. Vous voyez l'ensemble des pays de l'Union européenne ici, et vous voyez la France. Donc en tonnes kilomètres, eh bien, on a baissé de 40%. Et on n'a pas baissé à cause de la crise. On a commencé à baisser bien avant. Donc là, c'est un échec absolument flagrant de la France. Et on peut bien sûr être encore plus méchant avec ce petit graphique-là, que j'ai emprunté à Sylvain Siguret, où vous voyez la situation en 2000, quand M. Guessot est ministre des Transports en France, on fait 55 milliards de tonnes kilomètres sur les trains, que les Allemands font 75 milliards, mais comme ils sont 80 millions d'habitants et que nous sommes 60, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. On peut dire que le fret ferroviaire pèse autant en France qu'en Allemagne. Et donc le ministre dit, le ministre qui est un ancien cheminot, voilà, donc qui est le ministre de la SNCF, dit, ben voilà, il faut aller à 100 milliards de tonnes kilomètres. Et Madame Voynet, qui est ministre de l'Environnement, dit, bah oui, il faut faire ça. Et en même temps, on nous dit qu'on va faire ça parce qu'on va enlever les camions des routes. Et voilà le résultat. Voilà.
Donc il ne faut jamais faire ce genre de promesses, parce qu'évidemment, vous avez ici quelque chose qui se passe qui est terrible, et puis dans le même temps, vous avez ce qui se passe en Allemagne. Voilà. Donc là, on a un vrai problème. On a un vrai problème sur la France qui freine. Eh bien, sur les marchandises, on a freiné à cause de la crise, mais bien avant la crise, pour les marchandises, on a freiné très fortement. Vous vous en souvenez peut-être, ici en mars 2001, M. Gallois, qui était patron de la SNCF, a mis en place un plan qui s'appelle le plan Starter, qui cherchait à moderniser très fortement l'entreprise, et il a été confronté à une grève très très forte fin mars 2001, et donc il a abandonné le plan Starter. On ne réforme pas la SNCF. Voilà, donc là, on voit bien qu'on est complètement en dehors des clous, et de ce qui avait été annoncé par le gouvernement Jospin, et de ce qui a été annoncé ensuite par M. Gorlot et l'équipe de M. Fillon, qui disait on va réaugmenter le trafic fret, on a fait un plan fret de 900 millions d'euros, essentiellement des subventions versées à la SNCF, et voilà, on n'a rien vu venir de ce côté-là. Et donc ce que vous voyez ici, eh bien vous voyez que la route représente en France tout cela pour les camions français, tout ça pour le pavillon étranger, le ferroviaire à peu près 10%, le fluvial 2,4%, et vous voyez la part modale de la route qui a augmenté à peu près 80%, y compris avec la crise. Même si la route a diminué son trafic, elle a maintenu, voire légèrement augmenté sa part modale. Et bien sûr, c'est le pavillon étranger, c'est les camions étrangers qui se développent le plus. On les voit aujourd'hui, les camions lettons, les camions bulgares, les camions polonais. On voit des plaques d'immatriculation qu'on n'avait jamais vues sur les autoroutes. On découvre l'Europe et on découvre bien sûr la concurrence du pavillon étranger. Alors regardons un petit peu les résultats du Grenelle par rapport à ça. Est-ce qu'on est dans les clous du Grenelle ou est-ce qu'on est complètement en dehors de ce qui avait été prévu? Donc vous voyez que là on a la croissance économique qui ralentit. On voit que les émissions totales de CO2 en France globalement continuent à baisser et que pour les transports, on n'est pas très loin de la cible. On peut continuer parce que tout simplement les véhicules, essentiellement les véhicules routiers, poids lourds et surtout automobiles, consomment de moins en moins. Donc on est dans la cible, mais on est dans la cible parce qu'on ne compte que l'aérien français, qui représente 3 fois rien. Parce que ça, c'est uniquement le trafic domestique. C'est les émissions aériennes uniquement pour le trafic domestique. Paris-Lille, Paris-Marseille, Paris-Toulouse. Donc ça, c'est des trafics qui diminuent, donc les émissions n'augmentent pas. Les principales émissions, ce sont les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers, hein, les camionnettes, c'est très important comme trafic, les poids lourds. Donc, on voit qu'on a atteint un plafond des émissions. Bon, ça diminue pas très fortement, mais bon, grosso modo, on peut dire qu'on va atteindre la cible, parce que chaque année, la consommation moyenne des véhicules diminue grâce au renouvellement du parc. Deuxième cible, les voilà. Vous voyez les émissions conventionnelles des voitures neuves, en grammes de CO2 par kilomètre. Voilà, on s'approche de 120, et la cible est là, en 2020. Donc on peut penser qu'on est sur la cible. Pour l'ensemble du parc, on n'est pas tout à fait aussi bien orienté, tout simplement parce que le parc vieillit. Et que les voitures qui sont aujourd'hui de plus en plus solides, eh bien, on les garde, et qu'aujourd'hui le parc met plus de 15 ans pour se renouveler. Alors qu'il y a quelques années en arrière, c'était plutôt aux alentours de 10 ou 11 ans, mais les voitures sont de plus en plus solides. Et comme on veut investir de moins en moins dans les voitures, vous avez vu les ventes de voitures qui ont baissé, parce que tout simplement la voiture est de moins en moins un produit attractif. On observe de plus en plus aujourd'hui de jeunes de 20 ou 25 ans qui n'ont pas le permis de conduire, alors que ce n'est pas un problème d'argent, pour certains oui, mais pour beaucoup ce n'est pas un problème d'argent parce qu'ils considèrent que la voiture aujourd'hui c'est une charge. Il faut la garer, il faut la réparer, il faut la payer, il faut l'assurer, et on préfère s'organiser différemment. Donc le parc vieillit, et donc c'est pour cela qu'on n'est peut-être pas tout à fait dans la cible. Là où on est complètement en dehors de la cible, c'est sur ce qu'on appelle le transport collectif. Bien, le transport collectif de voyageurs, donc à la fois urbain et interurbain, a réaugmenté. Donc voilà, ça c'est un effet des lois du Grenelle, mais même avant, il y avait un certain nombre de lois, la loi Laure de 1996, les plans d'aide au transport collectif, hein, les gouvernements subventionnaient la mise en place des tramways, etc. Donc ça a réaugmenté un petit peu, mais vous voyez que par rapport à la cible, on est très très loin. Vous vous souvenez des publicités qu'on voyait à la télévision pour le Grenelle de l'environnement? C'était assez bien fait d'ailleurs, on voyait des paysages, et puis on voyait le paysage qui se retournait. Si vous vous souvenez, les routes disparaissaient, et puis en échange, on voyait des voies piétonnes, on voyait des tramways apparaître, des TGV.
Voilà, c'était cette publicité-là, c'était ça. On va investir partout, on va mettre en place 4000 km de lignes TGV nouvelles, on va multiplier les tramways un peu partout. Et dans beaucoup d'endroits, les tramways en question, certains ont vu le jour, d'autres, on les a transformés en bus à haut niveau de service. Donc on a utilisé une route, et non pas une voie ferrée. Et puis les TGV, on va en reparler tout à l'heure, la Cour des comptes vient de rendre un rapport sanglant. Alors ça, c'est pour les voyageurs. Alors pour les marchandises, c'est encore pire. Parce qu'on devait avoir cette part-là du trafic avec soit la voie d'eau, soit le ferroviaire, et en fait on est maintenant ici. C'est-à-dire 10% pour le ferroviaire, plus la voie d'eau. Donc là on est complètement en dehors des clous pour les marchandises, et là on peut dire qu'il y a un échec cuisant du Grenelle de l'environnement sur cette question du transport collectif de marchandises. Sur l'aérien, les ingénieurs font leur boulot. En grammes de CO2 par passager kilomètre, vous voyez qu'on est à peu près au même niveau qu'une voiture, aux alentours de 120 grammes, et on est dans la tendance. Et on va tomber à 80 grammes avec les progrès techniques. Les transports en commun en site propre, c'est ce que je vous disais, les lignes de tramway, ça a augmenté. Bon, mais pour atteindre l'objectif, il faudrait mettre beaucoup de financement. Et vous n'avez pas oublié qu'il y a actuellement une crise des finances publiques, et que les dotations globales diminuent, et qu'on a un vrai problème sur le financement des transports collectifs aujourd'hui, et un problème qui est devant nous. C'est un problème qui va arriver. C'est un peu surprenant que la région Île-de-France décide de baisser les ressources demandées aux usagers avec le pass Navigo prix unique, puisqu'en baissant les ressources, forcément, on va baisser les investissements. Mais peut-être que c'est un choix de bouger moins. Juste pour la petite histoire, un petit coup de pied vert, le pass Navigo dézoné, c'était déjà le cas pour les week-ends, depuis quelque temps. Et on a les statistiques, puisqu'avec le pass, on sait exactement où les gens vont rentrer et sortir. Et vous connaissez le résultat du pass Navigo dézoné le week-end, eh bien, c'est une fréquentation accrue des grands centres commerciaux. Autrement dit, c'est un soutien des Verts au consumérisme. Et donc, il faut le rappeler, il faut bien sûr saluer ce soutien à la croissance économique et à la consommation. Donc, si on regarde un petit peu ce que nous lègue le Grenelle de l'environnement, qu'il ne faut pas a priori jeter aux orties. Il s'est passé des choses très importantes dans le Grenelle, il continue dans la lignée à se passer des choses. Beaucoup de choses dans la transition écologique et énergétique sont dans la continuité du Grenelle. Donc ça a été un moment important, y compris la reconnaissance des organisations non gouvernementales qui maintenant participent, des organisations environnementales qui participent au même titre que les syndicats à des négociations. Donc ça a été un changement important. Donc on voit bien que cette démarche collective reste aujourd'hui forte. La démarche a été centrée sur le facteur 4. Il fallait à tout prix réduire les émissions de CO2, il fallait décarboner l'économie, décarboner les voitures, décarboner le transport. Donc tous les travaux ont été faits là-dessus. Sur cette base, j'ai eu la chance pendant 7 ans de présider l'Observatoire Énergie, Environnement des Transports, qui était une structure totalement informelle, qui d'ailleurs pour l'instant n'existe plus, parce que j'ai dit que je ne continuais pas la présidence et qu'il fallait en trouver un nouveau, puisqu'on avait changé de gouvernement et qu'il fallait que ce gouvernement dise ce qu'il voulait faire, puisque nous on avait rempli notre mission. Et la mission, c'est qu'aujourd'hui vous avez sur votre billet de train, vous savez qu'on vous affiche la quantité de CO2 émise, et puis aujourd'hui les transporteurs routiers doivent indiquer en pied de facture la quantité de CO2 émise. Les calculs sont discutables, c'est pas forcément très exact, mais c'est une façon de prendre conscience. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette présidence pendant 7 ans, eh bien, ça a été de voir apparaître une vraie démarche collective. C'est-à-dire que les représentants des syndicats de salariés, les représentants des entreprises de transport routier, de la SNCF, de Air France, etc., qui ont participé, ils étaient tous partants. Ils protestaient, ils grognaient en disant vous nous mettez des contraintes en plus, etc. Mais ils étaient tous partants pour le faire et globalement le décret est passé. Alors évidemment on a l'écotaxe poids lourd. Vous avez dit tout à l'heure qu'elle a été abandonnée. Non, j'espère bien que non. J'espère bien qu'elle va revenir. Même le président de la République a dit qu'elle allait être peut-être retestée en Alsace. Il ne faut surtout pas dire qu'elle est abandonnée et il faut au contraire tous les soirs espérer qu'elle va revenir parce que c'est un changement majeur du payer plus. Donc voilà, mais en tout cas ça a été un échec cuisant pour le gouvernement. Les investissements, on a eu des investissements, on a 4 lignes TGV en construction. Emmanuel Valls vient de dire que c'était une erreur d'en lancer 4 à la fois.
Il a parlé de l'erreur sur le diesel, mais aussi de l'erreur d'avoir lancé 4 lignes de TGV en même temps. Des tramways, bon, beaucoup ont été lancés, beaucoup sont en train d'ouvrir en ce moment, ou ont ouvert, vont ouvrir à Brest, à Besançon, etc. Donc il y a eu un vrai suivi sur ce phénomène-là. Les normes d'émissions CO2, c'est quelque chose qui évolue, et les constructeurs font en sorte que petit à petit les véhicules émettent de moins en moins. Donc ça c'est un résultat positif. Le tout électrique, alors ça, on en discutera peut-être, vous avez le droit de ne pas être d'accord, bien sûr. Je pense que c'est une erreur fondamentale d'avoir raconté des bobards sur le tout électrique, alors qu'il y a des rapports de gens très, très au courant, comme Jean Sirota avait expliqué depuis longtemps, que bien évidemment, il fallait prendre en compte la motorisation électrique, il fallait y travailler, mais que le tout électrique posait un certain nombre de problèmes liés aux bornes de recharge, et lié au fait qu'on s'est trompé sur le marché du tout électrique. C'est-à-dire qu'on vous a présenté la voiture électrique avec la Blue Car de Bolloré, en vous disant la voiture électrique c'est pour la ville. Mais non, la voiture électrique, pour les particuliers, c'est pour les zones périurbaines. Parce que la voiture électrique, c'est pour faire 50 ou 70 km, la recharger chez vous, le soir. Et donc, mais pas la recharger sur la voie publique, parce que ça, la voie publique, ça coûte une fortune. Il faut installer les bornes de recharge. Et si ce sont des bornes de recharge rapide, elles coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros à installer. Qui va payer l'électricité? Donc et on retrouve cette erreur dans la loi de transition écologique et énergétique. On continue à nous promettre des bornes de recharge partout, et on demande aux communes de mettre des bornes de recharge, et c'est une stupidité. Donc là, bien sûr, on a... et ce qui est formidable, c'est que... Moi, je ne suis pas ingénieur, je ne connais pas trop ces affaires, mais quand on lit les rapports qui ont été faits il y a 10 ans là-dessus, tout était écrit. Donc on pouvait annoncer que le discours de M. Ghosn avec M. Borloo en 2007-2008 disant on va monter une grande usine avec des batteries, on va faire la Zoé et on va en vendre des dizaines de milliers, on savait que c'était une erreur. Mon collègue Jean Delzay, qui présidait à ce moment-là le groupe 1 du Prédit sur les motorisations, moi je présidais le groupe 6 sur les politiques de transport, me disait c'est pas possible d'être aussi stupide. Pourquoi tout mettre sur le tout électrique? Et les voitures qui sortent aujourd'hui, eh bien, vous avez la publicité dans la presse, aujourd'hui encore dans les Échos, la nouvelle Audi, A3 je crois, e-tron je crois qu'ils l'appellent, voilà, c'est un moteur hybride qui vous annonce, alors bien sûr c'est de la pub, 35 grammes de CO2, mais voilà, on est sur une logique tout à fait différente. Juste pour vous expliquer mon point de vue sur cette question, et à mon avis l'erreur. Donc voiture électrique, on pense, il faut des prises partout, donc on va mettre des prises. Quand j'étais doyen de ma faculté à l'université, il y a maintenant presque une vingtaine d'années, on s'était dit, oulala, l'informatique arrive, il faut qu'on mette des ordinateurs partout pour les étudiants. Donc on pensait aménager des salles avec plein d'ordinateurs fixes, parce que c'était l'époque des ordinateurs fixes. Et puis heureusement, on n'a pas fait les travaux, et on a bien fait de ne pas les faire, parce que quelques années après sont arrivés les ordinateurs portables. Alors on a dit, bon, il faut vite faire des travaux, il faut mettre des prises Internet pour que les étudiants puissent brancher leurs ordinateurs portables. On va mettre des tuyaux partout, on va mettre des prises Internet dans toutes les salles. Et puis, 3 ans après, est arrivé le Wi-Fi. Voilà, donc c'était pas la peine de mettre des prises Internet. Oui. Et donc c'était pas la peine de multiplier des investissements. Là, c'est la même chose. La multiplication des prises, c'est une stupidité. La voiture électrique, elle doit être autonome à la maison. Si vous devez faire des grandes distances, et Tesla, bon, qui vend ses voitures très chères, qui fait beaucoup de publicité, il vous dit, je vous vends une voiture, elle a beaucoup d'autonomie parce qu'il y a 700 kg de batterie, mais je mets des bornes de recharge rapide, d'accès libre sur les autoroutes. Mais on n'achète pas une Tesla pour faire Paris-Marseille. Ça n'a pas de sens. Pour faire Paris-Marseille, il y a des voitures thermiques qui sont bien plus efficaces, et surtout il y a des trains qui sont bien plus efficaces que les voitures thermiques. Donc, sur le tout électrique, on sait vraiment raconter, et on continue à se raconter des histoires. Si ça vous intéresse, je vous envoie aux travaux de mon collègue Mathieu Glachan, de l'École des mines de Paris, qui a expliqué en détail, qui fait un petit calcul économique en disant ça ne tient pas debout, ces histoires de bornes de recharge. Voilà. Autre legs du Grenelle, qui lui, et d'avant le Grenelle, les lois sur les plans de déplacement d'entreprise, les plans de déplacement urbain, ça c'est la loi Laure, décembre 96, les SCOT, ça c'est la loi SRU, décembre 2000, les plans climat, tout ça, ça fonctionne. Donc, n'enterrons pas le Grenelle. Avant le Grenelle, il y avait déjà une tendance. Après le Grenelle, ça a été confirmé. La transition écologique va dans le même sens. Donc, tout ça va bien dans une direction qui a du sens et que l'on va reprendre.
même si, donc vous voyez par exemple, ça c'est les investissements, on voit bien que les investissements routiers en France, vous voyez, jaune, les investissements routiers ont diminué, alors que les investissements dans les transports collectifs, c'est irrégulier, mais ils ont augmenté. Donc le Grenelle a bien eu et là oui j'ai oublié de vous présenter, ça c'est dans le ferroviaire, et là il y a bien une relance des investissements ferroviaires, même avant le Grenelle, et puis surtout avec le démarrage des 4 lignes TGV en 2010-2011. Alors si on regarde les échecs du Grenelle, est-ce qu'on a échoué parce qu'on s'est trompé? Parce qu'on a fait des mauvais choix? Parce qu'on peut, par exemple l'écotaxe, on a échoué, l'écotaxe poids lourd, mais c'était sans doute une bonne idée. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas l'abandonner. Mais peut-être qu'on a échoué sur des choses qui étaient une mauvaise idée. Le report modal des marchandises vers le ferroviaire, je pense que c'est à la fois une bonne et une mauvaise idée. C'est une bonne idée si on considère qu'on pourrait faire mieux qu'aujourd'hui. Évidemment, on pourrait faire beaucoup mieux aujourd'hui dans le ferroviaire en France. Mais c'est une mauvaise idée si on croit qu'on va se débarrasser des camions. Donc en Allemagne, vous avez vu les chiffres, ils sont passés de 75 milliards de tonnes kilomètres à 115 milliards de tonnes kilomètres, donc plus 50 et quelques pourcents en quelques années. C'est un véritable succès. Dans le même temps, ils ont mis en place le péage poids lourd, qui fait entre 10 et 20 centimes d'euros le poids lourd kilomètre, hein, donc ça augmente vite les chiffres, c'est presque 5 milliards de recettes en Allemagne. Le nombre de poids lourds sur les autoroutes allemandes n'a pas baissé. Tout simplement, le ferroviaire a repris une partie de la hausse du trafic, et puis les poids lourds sont à peu près au même niveau. Donc le discours, on va transférer les marchandises sur le rail pour vous débarrasser des camions sur les routes, ça c'est un bobard. C'est un bobard qu'on dit aux électeurs, parce que personne n'aime les camions, bien sûr. La plupart des électeurs sont automobilistes et personne n'aime les camions. Or, la vérité, c'est que les camions sont bien sur les routes. Et ils sont plus utiles que les voitures. La formule habituelle, c'est que sur la route, l'utilité de l'utilitaire est supérieure à l'utilité des voitures particulières. Alors ça, bien sûr, personne n'aime. Les fédérations d'associations d'usagers n'aiment pas les poids lourds, les automobilistes n'aiment pas les poids lourds, les élus n'aiment pas les poids lourds, personne n'aime les poids lourds, sauf qu'ils payent 40% des recettes des autoroutes et qu'ils rapportent à la collectivité beaucoup d'argent avec les taxes qu'ils payent, ce qui n'est pas le cas du fret ferroviaire. Voilà, donc ça vous voyez, c'est très compliqué. Annoncer aux Français qu'il faut arrêter ces bobards. C'est des bobards. Le report modal des voyageurs vers le transport collectif. Oui, dans les zones urbaines centrales, ça a bien marché. Il y a de moins en moins de voitures dans les zones urbaines centrales. Oui, sur certains axes où le développement des TGV a réduit les trafics, il y a de moins en moins de voitures qui font Paris-Lyon. Les autoroutes APRR vous le disent. Ils ont de plus en plus de trafic de Belleville sur Saône à Lyon, de Villefranche à Lyon, ou sur l'entrée dans Paris, mais de moins en moins de trafic sur les grandes distances. Donc ça a marché. Par contre, ça marche dans des proportions qui restent faibles. Dès que vous êtes dans les périphéries urbaines, eh bien, vous avez 90%, 95% des déplacements qui se font en automobile. Donc peut-être qu'on en a un peu trop parlé. Le tout TGV, eh bien, vous avez peut-être vu le rapport de la Cour des comptes de fin octobre, voilà, qui dit ce qu'on était quelques-uns à dire depuis 4 ou 5 ans, en disant il faut arrêter, il faut finir les 4 lignes qui sont en construction, et après, peut-être encore une ligne vers Toulouse, à la rigueur, finir vers Montpellier et Perpignan, et puis c'est tout. Il faut arrêter les lignes nouvelles, parce que ces lignes nouvelles coûtent extrêmement cher, et qu'on les fait là où il y a peu de trafic. Et donc ça aboutit à des subventions, on y reviendra tout à l'heure, qui sont absolument extravagantes. Le tout tramway, c'est la même chose. Les bus font des choses qui sont souvent aussi efficaces que les tramways. Laissons le tramway et le TGV là où ils sont pertinents et ne les mettons pas. L'idée de développer les transports régionaux par 4, c'était l'idée qu'on avait en région Rhône-Alpes il y a 7 ou 8 ans, TER x 4, hein, et on regardait ce qu'il fallait faire pour quadrupler le trafic. Bon, avec des trafics qui augmentaient de 3 ou 4% par an, c'est pas impossible. Hein. Mais aujourd'hui, les trafics augmentent moins, et surtout, le TER, à la différence du TGV, il a un gros problème, c'est qu'il est très largement subventionné. Pour l'instant, le TGV est peu subventionné, il n'y a que l'infrastructure qui est subventionnée. Le TER, il faut subventionner l'infrastructure, et il faut subventionner l'exploitation. Je vous donne juste un chiffre, hein, vous avez vu les chiffres tout à l'heure, 14 milliards de passagers par an sur les TER, allez, on va dire 15 pour arrondir, et le TER en France, c'est plus de 6 milliards d'euros de subvention. On va dire 5 pour simplifier, c'est-à-dire 30 centimes
de subvention par passager kilomètre. Donc vous prenez un TER, vous faites 10 km, vous coûtez 3 € à la collectivité. Vous faites 100 km, ce que j'ai fait hier, vous coûtez 30 € à la collectivité. Donc vous voyez, hier j'ai pris le TER, j'ai fait 2 fois 90 km, eh bien vous m'avez avec vos impôts subventionné de 50 €, je vous remercie énormément. Donc là, vous voyez, il y a un problème. Faut-il subventionner jusqu'à plus soif des TER dont les taux de remplissage sont faibles, c'est-à-dire qu'ils sont remplis à hauteur de 30-30%. Et c'est difficile de faire autrement, parce qu'un TER, il est plein le matin, mais en milieu de journée, le TER, il est vide. Et donc, soit vous ne le faites plus circuler, mais si vous ne le faites plus circuler, vous avez encore moins de monde, parce que les fréquences baissent. Donc là, on a un problème sur la zone de pertinence du TER, qui, bien sûr, a tout à fait son sens pour alimenter des villes comme Toulouse, Lyon, Marseille. Je ne parle pas du Transilien, qui a aussi, bien sûr, toute son utilité. Mais il y a d'autres zones où, voilà, M. Macron l'a dit, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager de mettre des autocars sur autoroute plutôt que de vouloir à tout prix développer les TER? Ça aussi, ça fait partie des remises en cause aujourd'hui. Alors, le véhicule tout électrique, je vous ai déjà dit mon sentiment là-dessus, pourquoi c'était à la fois techniquement quelque chose sur lequel il fallait travailler, changer la motorisation, faire évoluer les véhicules, et bien sûr, mais la multiplication des bornes de recharge, de faire croire que la collectivité va se substituer à la responsabilité de l'individu pour adapter son choix de voiture et sa recharge, ça c'est vraiment une erreur. Voilà, donc il y avait quand même pas mal de fausses pistes dans l'histoire, et aujourd'hui on a un peu la gueule de bois, parce qu'on sait que le transport ferroviaire ne fera pas de miracle, on sait que le transport collectif ça marche uniquement dans certaines zones, même chose pour le TGV, même chose pour le tramway, même chose pour les TER, et on sait que le véhicule thermique il a encore de l'avenir. Quand un gouvernement, c'était M. Hérault, fait la première réunion de la transition écologique en septembre ou octobre 2012, et qu'il dit dans le même discours, ou presque, à quelques jours d'intervalle, on va tout mettre sur le véhicule électrique, et après il dit, ah ben on va faire le véhicule à 2 litres au 100, non, il y a un problème. Parce que si vous avez des voitures à 2 litres au 100 en thermique, c'est pas la peine de développer le tout électrique. Parce qu'une voiture à 2 litres au 100, ça peut aller avec un prix de l'essence à 3 à 4 € le litre. L'essence en ce moment elle est en train de baisser en plus. Donc, vous voyez, là on est sur quelque chose qui... Rappelez-vous quand même des discours il y a encore 3 ans, on n'a plus de pétrole. Bientôt il n'y aura plus de pétrole. Et le prix va monter. Voilà, ben, le pétrole il est maintenant à 65 $ le baril, contre 110. Je ne vous dis pas que ça va baisser pendant 30 ans. Hein. Ça va remonter un jour ou l'autre, c'est évident. C'est évident que ça va remonter. Mais vous voyez, on fait des simplismes en disant, voilà, bientôt le pétrole va coûter une fortune. Ben non, c'est pas si simple que ça. Et le pétrole, on n'en manque pas. Et évidemment, il y en a beaucoup trop par rapport aux capacités d'absorption de la planète. Le problème du pétrole, c'est pas qu'on n'en a pas assez, c'est qu'on en a trop par rapport aux questions climatiques. Voilà, donc les marchandises préfèrent la route. Est-ce que c'est durable? Je pense que ça va durer parce que les marchandises, c'est déjà très massifié sur la route. Souvent, la route se révèle plus performante que le rail. Donc, dans le cadre de la commission Mobilité 21, donc vous en avez parlé tout à l'heure, je ne suis plus membre parce que la commission n'existe plus. La commission elle a été créée en 2012, elle a rendu son rapport en juin 2013 et il n'existe plus. Mais par contre, le texte reste, puisqu'aujourd'hui encore, le gouvernement s'y réfère en disant tel projet, ben, il était classé dans les premières priorités de la commission Mobilité 21, donc on le met à horizon avant 2030. Eh bien, beaucoup ont dit que le rapport de Philippe Duron était la revanche de la route. En disant, ben voilà, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire par la route, il y a des autocars, il faut d'abord mettre de l'argent pour entretenir les routes, etc. La grande vitesse ferroviaire sera limitée à sa zone de pertinence. Alors ça, bien sûr, ça désespère tous les élus qui ont cru à leur TGV Paris-Normandie, à leur TGV Paris-Orléans-Clermont, qui ont cru à leur TGV, qu'on finirait le TGV vers le Rhin-Rhône, qui ont cru qu'on allait faire le TGV jusqu'à Hendaye, qu'on allait faire une deuxième ligne qui passerait par Amiens directement pour aller en Angleterre. Voilà, ça, ce sont des rêves brisés, il faut le savoir. C'est pour ça que j'ai quelques ennemis chez les élus, notamment ceux qui veulent faire le Lyon-Turin, qui est la plus grosse bêtise qu'on pourrait faire en termes d'investissement en France. Le transport aérien pose problème, parce que le transport aérien, lui, il continue à se développer très fortement, puis on est très content parce qu'on vend plein d'Airbus, et lui, en matière d'émissions de CO2, ça devient problématique, puisqu'aujourd'hui, il fait à peu près 30% des émissions de CO2 du transport, et à horizon 2050, il peut faire 30% des émissions de l'ensemble de l'activité humaine. Le sentiment aujourd'hui, c'est que ce transport est sanctuarisé. Les Américains, les Chinois ne veulent pas entendre parler des permis d'émission négociables, ne veulent pas entendre parler de taxes sur le kérosène,
Et ça, bien sûr, c'est un sacré booster pour le transport aérien. Voilà. Et pour le véhicule électrique, on a déjà. Voilà, donc on a un petit peu fait le tour de l'état des lieux. Ce qui avance, le transport aérien continue à bouger, le transport ferroviaire plafonne un peu, l'automobile plafonne également, sauf sur les courtes distances et en périurbain. Et donc les objectifs du Grenelle parfois sont atteints, parfois on en est loin et parfois on va jamais les atteindre parce qu'on s'est trompé. Alors regardons un petit peu ce qui va se passer ce qui se passe déjà et ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des tendances, des contre-tendances, on a des nouveaux entrants, ça bouge au sens figuré dans le domaine de la mobilité parce qu'il y a des nouveaux acteurs qui proposent de nouveaux modes de déplacement. Et face à cela, eh bien, les finances publiques sont rares. Et donc le schéma national des infrastructures de transport est bien enterré. Et puis je terminerai par une petite fantaisie théorique sur la vitesse généralisée qui, je pense, ouvrira le débat. Donc vous voyez, quand j'étais venu vous voir il y a 4 ans, je vous avais présenté nos scénarios 2050. On avait des très beaux noms, Pégase, Chronos, Hestia. Et on avait dit, on va geler la croissance économique jusqu'en 2050 à 1,5% par an. Parce que si on fait varier la croissance, ça a trop donc on gèle la croissance pour pouvoir se donner des impacts sur les mesures, pour voir un petit peu ce que ça faisait. Et donc on disait jusqu'en 2050, bien, le PIB va augmenter de 80%. Eh bien on a fait des nouveaux scénarios, on a toujours donné des noms grecs, Pénélope, Cassandre, Phénix. Vous voyez, ça c'est le scénario où on aurait jusqu'en 2025 le scénario japonais, presque pas de croissance. Et puis un rebond, les 30 glorieuses. C'est exactement ce qu'on a connu entre 1930 et 1975. C'est-à-dire 15 années de croissance et de crise et de guerre avec une croissance zéro, et puis le rebond consécutif à la guerre. Donc on peut avoir ça, c'est pour ça qu'on appelle Phénix, on renaît de nos cendres. Mais on renaît dans 15 ans, hein. On va attendre un peu. Voilà. Et là, on a une croissance au total plus forte que nos anciens scénarios. Et puis vous avez le scénario Cassandre, où là c'est carrément la récession, et puis le redémarrage, il est vraiment lent. Et là, on est seulement 30% plus riche en 2050 qu'en 2010. Donc, vous voyez, on a fait différents scénarios de croissance pour s'apercevoir finalement que ça change un petit peu les émissions de CO2. Et ce qui change les émissions de CO2, c'est essentiellement d'une part les technologies et d'autre part les comportements. Alors, regardons ce qui se passe aujourd'hui en termes de tendance et de contre-tendance, parce que bien malin qui peut dire ce qui va se passer dans les années qui viennent. Il y a une tendance claire, notamment chez les économistes, qui consiste à dire il faut payer plus, parce que l'énergie va être chère, parce qu'il y a de la pollution, parce qu'il y a le CO2. Donc la logique, c'est de payer plus pour se déplacer. Donc à cause du prix de l'énergie, il va falloir mettre en place une taxe carbone, et elle est destinée à augmenter, voire éventuellement d'autres taxes, comme la fameuse TICPE, la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques. La fameuse redevance poids lourd, les Allemands, comme elle marche bien chez eux, ils envisagent de l'étendre aux automobiles, avec d'abord un système de vignettes. Les Anglais sont en train aussi de mettre en place une redevance poids lourd et ils pensent aux automobiles. Donc ça, c'est à peu près sûr que c'est quelque chose qui va arriver en France. Je suis prêt à vous parier qu'on aura bientôt le retour de la vignette pour les voitures, qui était un impôt extrêmement progressif, essentiellement payé par les riches. C'est pour ça que la gauche l'a supprimé en 2000. Or, cet impôt, il faut qu'il revienne, puisque la meilleure façon de taxer les voitures, c'est de leur faire payer un forfait pour l'usage de la route. Et en plus, cet argent allait aux départements. Donc, puisque les départements, on a 1 million de kilomètres de route en France, 10 000 kilomètres privés jusqu'en 2032, 12 000 kilomètres gérés par l'État seulement, 500 000 kilomètres gérés par les communes et 470 000 kilomètres gérés par les départements. Donc, c'est normal que la vignette aille à ces collectivités. On leur a retiré. Vous voyez, la suppression de la vignette, c'est vraiment la décision la plus stupide qu'on puisse imaginer. Et je vous rappelle pourquoi elle a été faite, parce que c'est un bel exemple du mal français. Le ministre Fabius a supprimé la vignette parce qu'avant, il voulait supprimer la redevance télé. En disant la redevance télé, il y a des gens qui trichent, il y a des gens qui ont la télé et qui ne la payent pas, donc on va la supprimer, ça fera un petit cadeau aux Français, ils seront contents, ils voteront pour nous en 2002, on a vu ce qui s'est passé, et donc on va supprimer la redevance télé. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait 300 fonctionnaires qu'il fallait réaffecter. Et réaffecter 300 fonctionnaires, on ne sait pas faire. Donc on a supprimé la vignette parce qu'elle était vendue par les buralistes. Et ça, c'est le privé, donc ça ne pose pas de problème. Le stationnement, vous avez vu qu'il y a une nouvelle loi qui a été votée au Parlement récemment, il y a 1 an et demi.
notamment soutenu par le sénateur Louis Nègre, qui va dépénaliser le stationnement. Dépénaliser, ça veut dire que quand vous ne payerez pas votre stationnement sur voirie, eh bien, on pourra vous poursuivre. Comment vous poursuivre, c'est quand vous ne payez pas votre stationnement dans un parking privé. Et le prix du stationnement sera libre. Donc à Paris, on sait que l'année prochaine, les années suivantes, le prix du stationnement va augmenter et le prix des amendes aussi. Parce qu'aujourd'hui, vous savez bien que pour le stationnement, vous n'avez pas intérêt à payer. Puisque l'espérance mathématique du coût du stationnement, c'est je ne paye pas, j'ai une amende potentielle de 18 € multipliée par la probabilité d'être contrôlé. Et comme cette probabilité est très faible, eh bien, vous ne payez pas, et vous payez 1 ou 2 amendes par an, et au total, c'est beaucoup moins que de payer le stationnement. Voilà. Donc, quand vous allez dans un pays peut-être pas civilisé, même pas brutal, comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis, vous vous garez sur un endroit de stationnement payant, il ne se passe pas 10 minutes avant qu'un contrôleur arrive et vous mette une prime. En France, on sait que la probabilité est extrêmement faible, parce qu'on aime les règles, mais on aime surtout les contourner. L'idée de péage urbain, qui existe à Londres, qui existe à Singapour, qui existe à Stockholm, puis là aussi il faudrait réintroduire en France. Le maire de Lyon a beaucoup de courage et il y pense, il nous fait travailler au laboratoire là-dessus. Je ne suis pas du tout sûr qu'on y arrive, parce que c'est une mesure, officiellement on vous dit que c'est régressif, que les pauvres ne peuvent pas circuler, parce qu'il y a aussi des bobards, parce que les pauvres ils ne sont pas en voiture, ils sont dans les transports collectifs. Donc le péage urbain, ce n'est pas quelque chose qui pénalise les pauvres. Là encore, mon collègue Mathieu Glachan de l'école des Mines a fait des travaux très clairs là-dessus. Si vous affectez les recettes du péage au transport collectif, c'est progressif. Ce n'est pas quelque chose qui pénalise les pauvres, c'est au contraire quelque chose qui va les aider. Donc voilà pour le payer plus. Donc vous voyez, il y a tout un tas de bonnes raisons, et ça fait longtemps que les économistes, la Commission européenne disent qu'il va falloir payer plus pour les transports. Et puis en même temps, vous avez toute la tendance du payer moins, qui est au moins aussi forte. Vous avez les nouvelles motorisations, où on va baisser le coût d'utilisation de la voiture. Une voiture qui va rouler à 3 litres au 100, eh bien vous pouvez baisser le coût Vous pouvez tout simplement rouler moins. Aujourd'hui, les voitures font de moins en moins de kilomètres chaque année. Le nombre de voitures, on est à moins de 13 000 km par an et par voiture. Vous pouvez bien sûr faire du covoiturage. Et ce qu'on voit arriver aujourd'hui sur la route, ce sont tous les nouveaux entrants. Et on n'en est qu'au début. C'est-à-dire le covoiturage.fr, Blablacar, vous savez que c'est déjà 5% des déplacements à longue distance en France. C'est l'équivalent de 2000 rames TGV en moins chaque mois. Et le plafonnement du trafic TGV, c'est pas seulement la crise, c'est ça aussi. Les jeunes qui veulent faire Paris-Lyon, eh bien, ils prennent le TGV rarement, c'est les parents qui payent. Par contre, autrement, ils prennent le TER et ils prennent le covoiturage. Les taxis, qui est une profession qui doit disparaître dans l'état où elle est, parce que c'est une solution en coin qui est mauvaise pour tout le monde. Un chauffeur de taxi, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, mais il travaille beaucoup en étant les 2 tiers du temps en attente. Parce que le chauffeur de taxi, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche un client qu'il va pouvoir assommer. Donc il va à l'aéroport, il attend 4 heures, et quand le client arrive, boum, 80 €. Voilà. Alors que le même chauffeur de taxi, il aurait pu faire 10 courses à 8 € dans le même temps. Et ça aurait été beaucoup plus utile, parce que vous n'auriez pas, vous, hésité à prendre le taxi. Alors qu'aujourd'hui, c'est un bien de luxe, le taxi, en France. C'est une stupidité absolue. Et donc, bien évidemment, heureusement, on a les nouveaux entrants. C'est-à-dire qu'on a les Uber, on a les VTC, etc., qui ne sont pas des enfants de cœur, qui sont même des exploiteurs, mais heureusement, ils vont faire bouger le système. Et il faut absolument que ce système change. Le prix des taxis, c'est un vrai problème. Et puis vous avez une autre tendance qui nous vient plutôt de la gauche, celle-ci, qui nous dit la mobilité, c'est un droit. Et il faut que les personnes qui n'ont pas de voiture puissent se déplacer. Et la meilleure façon de les inciter à ça, c'est la gratuité, voire ou le prix réduit pour les transports en commun. D'où la demande des Verts et maintenant de M. Huchon sur la réduction de la carte, la zone unique, enfin le prix unique pour le pass Navigo. Et vous avez bien compris que si ça se met en place, l'étape suivante, ça sera la gratuité. En tout cas, déjà pour des jeunes, pour les retraités, puis après, éventuellement pour tout le monde. Un Italien bien connu, Riccardo Petrella, avait déjà demandé ça à la RATP il y a une vingtaine d'années, en disant que l'horizon, c'était la gratuité des transports collectifs. Vous avez en France 23 villes où il y a déjà des transports gratuits, dont Aubagne, dont Châteauroux, etc. Vous avez, et pas forcément des villes dirigées par la gauche ou par les Verts, hein. Il y en a où c'est gratuit à Lens, c'est gratuit depuis des années, et c'est dirigé par la droite.
Et donc là, il y a une très très forte demande. La nouvelle maire d'Avignon, c'est une des rares villes qui est passée de droite à gauche, Madame L, ma collègue universitaire d'ailleurs, elle a été élue sur l'idée de gratuité des transports à Avignon. C'est pas encore mis en place, mais à Poitiers aussi, le candidat de droite avait aussi évoqué la gratuité des transports collectifs. Donc ça c'est quelque chose qui va monter très très fort sur cette idée de voilà. Donc vous voyez, payer plus, payer moins parce qu'on a des nouveaux entrants qui arrivent, il y a tous les low cost aériens, peut-être un jour demain les low cost autocars qui vont arriver. Hein. Si la SNCF a lancé Idébus, qui est du low cost autocar, avec le Wi-Fi à bord et des prix relativement attractifs, c'est parce qu'elle sait que les concurrents arrivent sur ce secteur. Et M. Macron va libéraliser les autocars sur autoroute. Puisque depuis les années 30 en France, c'est interdit de faire du transport par autocar privé. Il y a une loi, puis ça a été confirmé dans la LOTI en 1982, qui dit, voilà, si vous voulez faire du transport par autocar, vous devez être une autorité organisatrice publique. Un département, une commune, une ville, vous ne pouvez pas faire du transport autocar privé, sauf pour des vacanciers. Mais dès que vous voulez faire une ligne régulière, c'est interdit. Donc maintenant, c'est autorisé depuis 2011 pour des autocars qui passent les frontières. Et par exemple, un autocar qui va faire Milan-Paris, il peut charger des voyageurs à Lyon et les emmener à Paris, mais ça ne doit pas faire plus que 50% de son chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que pour l'instant, Idébus de la SNCF n'est pas rentable. Parce qu'ils ne peuvent pas mettre tous les passagers qu'ils veulent dans le car. Donc M. Macron va libéraliser tout cela, et vous allez voir que ça va poser d'énormes problèmes aux ferroviaires. Donc vous avez bien compris qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que s'il y a un mode de transport qui est menacé en France, c'est le ferroviaire. Parce que sur les marges, il est menacé. Il est menacé par l'aérien, hein, qui aujourd'hui, pour aller de Lyon à Nantes, ben voilà, vous avez le TGV qui va vous prendre plus de 3 heures, et puis qui va vous coûter 90, 100 euros, 120 euros, et puis vous avez EasyJet qui vous coûte 80 euros aller-retour. Même Air France. Voilà, ou Air France maintenant, qui s'y met. Donc là, vous voyez, le ferroviaire est menacé, y compris sur certaines lignes TGV. Le ferroviaire est menacé par le développement du covoiturage longue distance, type Lyon-Paris. Le ferroviaire est menacé par le covoiturage dynamique. Ce qui commence à se passer à Paris, les sites comme Charrette, etc., qui feront du covoiturage à la volée. C'est-à-dire qu'avec votre téléphone portable, une fois que vous serez enregistré, vous êtes localisé avec le GPS, vous dites voilà, je veux aller à tel endroit, c'est pas la peine de dire où vous êtes, on sait où vous êtes. Je veux aller à tel endroit, et immédiatement, on va vous dire, bah, il y a une voiture de quelqu'un qui est prêt à vous charger. Ils ont prévu de faire en place une tarification au prix du ticket de métro pour faire une rentrée dans Paris, par exemple. Ça c'est quelque chose qui va se développer très rapidement, et je suis très surpris de voir que les autorités publiques, donc les autorités organisatrices qui s'occupent des transports en commun, ne vont pas plus là-dessus. Regardez ce qui s'est passé en mars dernier, quand il y a eu le problème de la pollution à Paris, et qu'on a dit « plaque paire, plaque impair ». Bon, une façon de sensibiliser l'usager. Pas un mot sur le covoiturage. Alors qu'on pouvait dire, si on est un jour pair, si vous avez une plaque impaire, vous pourrez circuler, mais vous devez être 3 dans la voiture. Et ça, c'était une très bonne façon de lancer le processus. Parce que le covoiturage, tant que vous n'avez pas goûté, vous dites, oh là, c'est compliqué, le type dans ma voiture, il a fumé, il sent mauvais, ainsi de suite. Bon. Donc, vous avez tout un tas de blocages. Mais une fois que vous l'avez expérimenté, bah, vous vous rendez compte que bah, là, finalement, c'est pas si stupide. Et le jour où on a passé la taille critique, où le nombre de personnes qui sont prêtes à covoiturer est suffisamment élevé, c'est quelque chose qui va beaucoup se développer. Donc on est là sur quelque chose de tout à fait nouveau, et donc qui peut entraîner un rebond de la mobilité, parce que la mobilité va être moins coûteuse. Alors ça, c'est une petite provocation de mon collègue Rémi Prudhomme, sur la corrélation entre le niveau d'investissement dans les transports et la dette publique. Donc là, vous avez, sur la période 2000-2004, les pays qui ont beaucoup investi dans les infrastructures de transport, et puis les pays qui n'ont pas trop investi. 0,89% du PIB. Et puis là, vous avez en 2012 leur rating financier. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est évidemment la France. Bon, elle n'a pas énormément investi, mais elle a lancé 4 lignes TGV après 2004. Ben voilà, on a dégradé la note. Donc c'est un peu méchant, c'est une provocation. Mais c'est juste pour aller dans le sens contraire des idées reçues. On entend beaucoup aujourd'hui dire il y a la crise, il n'y a qu'à faire des grands travaux comme Roosevelt, qui soi-disant a sauvé les États-Unis avec les grands travaux. Ce qui est faux, complètement faux. Les grands travaux ont été lancés avant Roosevelt. Les grands barrages ont été lancés par Hoover. Le barrage sur le Colorado s'appelle le Hoover Dam. Et ce n'est pas les grands travaux qui ont sorti les États-Unis de la crise, c'est la guerre, tout simplement. Voilà. Donc le chômage
Roosevelt a été un génie financier, il a arrêté la crise, il a arrêté l'effondrement du système parce qu'il a arrêté les faillites bancaires, il était banquier de formation, donc grâce lui en soit rendu, il a créé la sécurité sociale grâce lui en soit rendu. Roosevelt a été un très grand président, mais il a été impuissant face à la crise. Il a arrêté la catastrophe, mais ensuite on est resté à 20% de chômage très longtemps, jusqu'à la guerre. Donc on voit très bien ici que ce n'est pas parce que le Portugal a beaucoup investi qu'il est en bonne situation. L'Espagne aujourd'hui a un réseau TGV qui est 20% plus étendu que le nôtre, et là-dessus, ils font 1/5 du trafic. On a 54 milliards de passagers kilomètres en France sur 2000 km de réseau, ils ont 12 milliards sur 2500 km de réseau. Donc vous voyez, et c'est pareil pour les autoroutes, ils ont fait en Espagne des autoroutes à péage, parallèles à des routes toutes neuves, gratuites, à côté. Et donc la moitié de leurs sociétés d'autoroutes à péage sont en faillite. Ils ont tout simplement surinvesti. Donc ne croyons pas que les grands travaux vont nous sauver. Les grands travaux, ils existent déjà en France. On a 4 lignes TGV en construction. C'est pas ça qui a résorbé le problème de la crise. Voilà, donc ça c'est mes collègues du cercle des transports qui avaient fait ce petit travail en disant, ben voilà, chaque année on investit 42 milliards en France, soit pour l'exploitation, soit pour les investissements dans les transports. Et les investissements dans les transports, c'est essentiellement les collectivités territoriales et essentiellement les routes, 13 milliards par an. Et ça, c'est à l'horizon 2030, voilà ce qu'on risque de devoir dépenser. Et voilà les fameux projets de lignes TGV. Là, c'était la ligne POCL. Voilà, donc celle-ci, elle a été ouverte fin 2011. Celle-ci, elle sera ouverte en 2016. Ça, ce sera ouvert en 2017, 80 km. Et puis ici, 300 km, 2017, ainsi que ça. Et puis il y a un petit bout qui va vers Nantes aussi également. Donc, ça, c'était les projets. Jusqu'où faut-il aller? J'ai fait un petit calcul très simple. Si vous regardez les subventions publiques, 3 milliards d'euros, qui ont été donnés sans retour, c'est-à-dire que cet argent, on ne récupérera pas. Hein. Donc, qui ont été donnés 1,5 milliard par l'État, 1,5 milliard par plus de 50 collectivités territoriales ici, qui se sont endettées pour subventionner cela. Si on rapporte ça à ce que ça va coûter en remboursement chaque année pendant 50 ans, puisque la concession dure 50 ans, eh bien, c'est une subvention aux alentours de 5 € par passager et par jour. Donc un passager qui prendra le tour de Paris-Bordeaux, il va payer son billet 60-70 €, et là-dessus, grosso modo, la subvention publique représentera 5 à 7 € par passager, 10% du prix du billet. Sachant que, comme le vient de dire la Cour des comptes, ceux qui utilisent le TGV sont essentiellement des personnes de revenus élevés. Et ça, quand vous subventionnez le TGV, vous subventionnez les riches. C'est comme les grandes écoles. Donc, et ça pendant 50 ans. Si vous faites le Marseille-Nice, 18 milliards d'euros minimum, parce que c'est urbanisé et c'est montagneux, donc il faut tout isoler, vous mettre en tunnel, il faut etc., etc. Au moins 18 milliards d'euros. Vous ne pourrez pas mettre des péages élevés sur cette ligne parce que tout simplement il n'y aura plus de voyageurs autrement. Donc vous allez subventionner ça, et ça veut dire que pendant 50 ans, chaque passager qui prendra ça sera à peu près 30 € par passager et par jour. Et des passagers qui ne feront pas tellement du Nice-Paris, parce que de toute façon ce sera très long, il y aura encore des avions. Ils vont faire du Toulon-Marseille, vous allez faire de la mobilité quotidienne. Et ça c'est une catastrophe. Le TGV n'est pas fait pour la mobilité quotidienne, parce qu'il coûte trop cher. Voilà. Bien sûr, vous avez aujourd'hui des personnes ici à Arras, qui travaillent à Paris, vous avez tous les jours plusieurs centaines de personnes qui prennent le TGV. L'abonnement c'est 500 € par mois. Donc 500 € par mois, ça veut dire déjà que ce n'est pas des smicards. Donc ce sont des personnes relativement aisées, et la SNCF vous dit, avec ces gens-là, moi je ne gagne pas d'argent. Parce que 400 €, ça couvre à peine mes frais, et donc on voit bien que le TGV n'est pas la solution pour la mobilité quotidienne. Donc ça, c'était l'hypothèse qu'avaient fait mes collègues du cercle des transports, qui sont la plupart des anciens ingénieurs des ponts, ou des ingénieurs des ponts actuels, enfin en activité. Et ils disaient, ben voilà, si on fait tout ce qui est prévu, le scénario dette comme d'habitude, hein, eh bien, on va augmenter les déficits du ferroviaire, on va augmenter pour les routes régionales, pour les routes nationales, etc., etc. Là, ils avaient anticipé le péage poids lourd, qui en fait n'existe pas. Et donc, à horizon 2030, eh bien, le déficit de la France lié au transport augmenterait de 131 milliards d'euros. Si on met un certain nombre de mesures du payer plus, c'est-à-dire qu'on fait payer non seulement les poids lourds, mais on fait payer les voitures, on réduit les investissements ferroviaires, on évite de faire le canal Seine-Nord, on évite de faire le Lyon-Turin, qui sont des ruines, on peut baisser le déficit de 110 milliards. Donc entre les deux, vous voyez, il y a 240 milliards d'écart.
Donc voilà le défi auquel est confronté le gouvernement actuel et où sont confrontés les prochains, c'est qu'il va falloir arrêter de promettre tout aux usagers. Le schéma national des infrastructures de transport, c'était fabuleux. Quand on a commencé nos travaux dans la commission mobilité 21, on avait pour 200 milliards d'investissements à faire en 10-15 ans, alors qu'au maximum, en 10-15 ans, on va disposer de 20 milliards. Donc voilà, c'était pas possible. Donc on a pris un certain nombre de recommandations, et à notre grande surprise, Jean-Marc Ayrault a suivi les recommandations en disant bah oui, on accepte cette idée qu'il faut arrêter la plupart des grands projets, mais dans le même temps, le ministre continue à promettre. Donc le ministre a promis qu'on allait faire le GPSO, donc le grand projet du Sud-Ouest, il a promis qu'on ferait le TGV vers Barcelone, on continue à promettre le canal Seine-Nord, M. Valls l'a promis récemment, et on est en train de s'emmancher dans le Lyon-Turin. Alors que le problème de fond pour la France, c'est que le ferroviaire coûte trop cher. Parce qu'en plus, non seulement rien n'est trop beau pour le ferroviaire, on fait des investissements, mais en plus les coûts de fonctionnement sont énormes. Regardez le cas des TER, bien, voilà les dotations qui ont été données par les régions au TER, donc plus de 80% de hausse, et d'ailleurs ce sont des euros constants. Voilà les dotations par train-kilomètre. Vous voyez donc qu'on est parti de 100 en 2002, on a augmenté de 60% les dotations au train-kilomètre. Une activité soi-disant à rendement croissant. Alors en fait, le coût devrait baisser. Et si vous regardez ce qu'ont fait les Suisses, dans le même temps, ben voilà, les Suisses ont augmenté un peu leur dotation au train. Vous savez que les Suisses, c'est le paradis du train. C'est un pays remarquable sur le train. Et bien voilà, les Suisses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis de 100 et ils ont baissé la dotation au train-kilomètre. Tout simplement en poussant à des gains de productivité. Et ça, on ne sait pas faire. Donc, on vient de voter une réforme ferroviaire en France. Je n'ai pas entendu que dans la réforme, on avait dit ce qu'ont dit les Suisses au chemin de fer fédéraux, qui est une entreprise publique, nationalisée, intégrée, qui n'applique pas le modèle européen. Mais le gouvernement suisse a dit aux chemin de fer fédéraux en 90, vous êtes 40 000 salariés, d'ici l'an 2000, vous serez 28 000, vous serez 30% de moins, et vous ferez 50% de trafic en plus. Et ils l'ont fait. Et pas en embauchant des conducteurs exploités, mal payés, sans sécurité sociale, hein, bien évidemment. La Suisse, c'est pas tout à fait le Bangladesh. Voilà, donc on voit bien que le problème qu'on a en France, c'est ça. C'est que tant qu'on n'est pas capable de baisser le coût au train-kilomètre, il n'y a aucune raison. J'ai vu l'autre jour les gens d'Alstom, qui étaient très inquiets de ce phénomène-là, ils me disent, ben voilà, à horizon 2019, on n'a plus une seule commande en France. On n'a plus de commande de tramway, parce que les collectivités disent qu'elles n'ont plus d'argent. On n'a plus de commande de rames TGV, et on n'a plus de commande de train. Voilà. Donc tout s'arrête. Et tout s'arrête parce qu'on ne sait pas faire du ferroviaire économique. Et c'est là le vrai problème. Hein. Vous voyez bien que la difficulté, elle est ici. Alors juste pour finir, je vais vous parler d'une petite chose amusante inventée par Ivan Illich. Les plus anciens se souviennent de ce penseur des débuts des années 70 qui a en quelque sorte lancé le thème de l'écologie. Ivan Illich, c'est pas son vrai nom, hein, c'est un ancien prêtre qui est ensuite devenu un penseur, qui a beaucoup travaillé avec Jean-Pierre Dupuy à Palo Alto, donc en Californie. Et puis il a publié un ouvrage en français que vous trouvez sur Internet éventuellement, un petit ouvrage de 30-40 pages qui avait d'abord été publié dans le journal Le Monde, Énergie et équité. Et dans cet ouvrage, il disait un truc qui sonne de façon très intéressante sur la transition écologique. Il disait, plus on cherche la vitesse sur les transports collectifs, plus on augmente les inégalités dans une société. Vous voyez ça, intellectuellement, ça interroge. Et plus vous augmentez la vitesse des transports collectifs, plus vous augmentez les inégalités. Un des ministres, Salvador Allende, au Chili, avait transcrit ça en disant que l'avenir du socialisme, c'était le vélo. Le vélo qui est un instrument absolument fabuleux, puisque ça consomme très peu d'énergie, et ça vous permet de multiplier par 3, 4 ou 5 la vitesse de piéton. Donc voilà un petit peu l'idée qui courait, vous voyez, en disant il faut arrêter la course à la vitesse. Et on se rend bien compte que peut-être c'est une idée intéressante. Donc pour développer son raisonnement, il avait développé ce qu'il appelle la vitesse généralisée. Donc je vous rappelle que quand vous faites du vélo, par exemple, si vous montez un col de 10 km en 1 heure, parce que c'est un col, voilà, vous êtes vieux comme moi, donc vous montez à 10 km/h, et puis vous êtes arrivé au sommet du col et vous revenez sur vos pas, et vous redescendez les 10 km. Et là, comme vous êtes vieux et lourd, vous descendez à 50 km/h. Bon, et quand vous arrivez en bas, vous dites, ben, je suis monté à 10, je suis descendu à 50, 50 plus 10 divisé par 2, j'ai fait 30 km/h de moyenne. Mais ça ne va pas du tout, ça.
Vous ne faites pas du tout ça, parce qu'en fait, vous avez fait 20 km, et en fait, vous avez fait 1 heure et quelques, donc vous avez fait moins de 20 km/h. Donc c'est une moyenne harmonique qu'il faut. Cette moyenne harmonique, c'est 1 divisé par la vitesse de montée, plus 1 divisé par la vitesse de descente, et ici le n est égal à 2, puisqu'il y a une montée et une descente. Si on applique ça au transport, eh bien, Ivan Illich nous dit quelle est la vitesse généralisée du vélo. Et la vitesse généralisée, c'est quoi? C'est la vitesse de mon déplacement en vélo, plus le temps qu'il me faut pour payer le déplacement. Et le temps qu'il me faut, eh bien, c'est quel est le coût kilométrique par rapport à une heure de salaire. Donc si je suis payé 10 € par exemple de l'heure, mais si le coût kilométrique est de 3 fois rien, quelques centimes d'euros au kilomètre, eh bien voilà, cette valeur-là est extrêmement faible. Et donc si je l'applique au vélo, eh bien voilà, 14 km/h pour se déplacer en ville, c'est la vitesse moyenne sur les Vélib, les vélos à Lyon, parce qu'il y a un compteur dans les vélos, ce que vous savez peut-être pas, dans les Vélib et les vélos, il y a un compteur. Et comme le coût est de 0,1 centime pour quelqu'un qui gagnerait le SMIC aujourd'hui, c'est-à-dire 8 € de l'heure en net, eh bien sa vitesse généralisée est pratiquement la même que sa vitesse physique, 13,9 par rapport à 14. Si vous prenez l'exemple du Concorde, l'autre jour j'ai expliqué ça à des ingénieurs toulousains, j'ai cru qu'ils allaient m'étriper. Après, la moitié de la salle est venue me dire que j'avais raison, mais les autres étaient très en colère parce que je leur ai dit le Concorde c'est fini, terminé, n'en parlez plus. L'aviation commerciale c'est terminé. Supersonique, genre supersonique j'entends. Hein. Pourquoi? Parce que le Concorde qui va à 2000 km/h, qui allait à 2000 km/h, même un peu plus aux États-Unis, pour un smicard, et le Concorde c'était 12 000 € aller-retour. Hein. Vous l'avez peut-être jamais pris, mais moi, pour des raisons que vous imaginez non plus, c'était 1 € du kilomètre. Et à l'époque, un smicard gagnait 6 € de l'heure. Ça veut dire que pour payer les 12 000 €, il fallait qu'il travaille 2000 heures, donc il lui fallait plus qu'1 an de travail pour payer son billet de Concorde. Autrement dit, sa vitesse généralisée est de 6 km/h. Et là, Illich a raison. Alors bien sûr, si vous êtes un nabab, si vous gagnez 50 € de l'heure, là, votre vitesse généralisée est plus élevée. Et avec la vitesse, cette notion est intéressante parce qu'elle nous montre que plus on est riche, et plus la vitesse généralisée augmente. Et donc plus la demande de vitesse. Donc ça nous explique vraiment cette passion que nous avons tous pour la vitesse quand notre revenu augmente. Et ça explique la courbe du début, la corrélation. Donc le Concorde, c'est pas durable, c'est clair, c'est net, c'est fini. L'aviation supersonique commerciale, ça existera peut-être de façon de niche. Et c'est pareil pour les FADA, la Virgin qui vous dit qu'il va vous faire des loisirs dans l'espace. C'est pareil, ça sera pour quelques happy few. Et heureusement qu'il n'y en aura que très peu. Parce que du point de vue de l'environnement et du point de vue social, c'est pas durable. Mais Illich et Dupuis se sont complètement trompés sur l'avion subsonique. Parce qu'un avion subsonique, on va dire 600 km/h, il va plus vite, mais bon, il faut le temps d'y aller, le temps de ressortir, etc. C'est pas 1 € du kilomètre, c'est 10 centimes d'euros du kilomètre l'avion. Et aujourd'hui, avec un salaire de 8, eh bien, votre vitesse généralisée est de 70 km/h. Et c'est pour ça que vous ne faites pas toutes vos vacances en vélo. Et de temps en temps, vous prenez l'avion, parce qu'il n'y a que l'avion qui vous permet cela. Et donc, et le TGV, 200 km/h, à peu près 15 centimes du kilomètre, selon les liaisons, 8 €, vitesse généralisée 40 km/h. Et donc ça, le vélo ne le permet pas. Et donc ces modes de transport-là continuent à se développer. C'est pour ça que le discours du on va trop vite, ralentissez, etc., revenez au mode doux, ça a du sens pour certains types de déplacements, ça n'a pas de sens pour d'autres types de déplacements. Et l'avion subsonique a donc beaucoup d'avenir devant lui. Pour l'automobile, ben voilà, Illich et Dupuis, selon les cas, ils ont raison ou tort. Ils ont tort parce qu'une voiture qui se déplace à 70 km/h et qui coûte, ça c'est les statistiques officielles, 25 centimes d'euros du kilomètre, eh bien sa vitesse généralisée est de 22 km/h. C'est plus que le vélo. C'est pas beaucoup plus, mais c'est plus. Donc ça a du sens. Si vous voulez faire 400 km, ben en vélo, ça va être compliqué, il faut être entraîné. Hein. Alors qu'en voiture, vous n'avez pas besoin d'entraînement et en plus vous allez plus vite que le vélo, en vitesse généralisée. Mais si vous êtes en zone urbaine et qu'on vous fait payer le stationnement, qu'on vous fait payer un péage, les coûts externes, 40 centimes d'euros, et que vous roulez qu'à 40 km/h, là votre vitesse est celle du vélo. Et vous voyez, comprenez très bien pourquoi on peut utiliser cette notion de vitesse généralisée développée par Illich au nom de l'écologie, à la fois pour montrer que l'écologie a parfois raison, de dénoncer le Concorde, de dénoncer la voiture en zone urbaine, mais qu'elle a tort quand il s'agit de dénoncer la vitesse en général. C'est pour ça que
ce petit raisonnement est assez intéressant. Donc, si je prends maintenant certains TGV, donc ça c'est ce que j'avais expliqué dans le cadre de la commission Mobilité 21, ils m'ont en partie écouté, c'est-à-dire si vous prenez un TGV qui va à 200 à l'heure, mais qui coûte en subvention les 35 € par passager, donc ça vous fait 50 centimes d'euros en comptant le coût pour le passager 0,15, mais 35 centimes par kilomètre de subvention, comme pour un TER aujourd'hui, eh bien la vitesse généralisée est de 14,8 km/h pour le TGV. Et donc dans ces cas-là, si vous avez un TER comme par exemple entre Paris et Orléans, qui roule à 100 à l'heure, mais où le coût est seulement de 0,3, parce qu'il est mieux rempli, donc il demande moins de subventions, eh bien sa vitesse généralisée est de 21 km/h. Donc pour faire Paris-Rouen, Paris-Orléans, s'il vous plaît, pas de TGV. Améliorons la ligne classique, améliorons les trains, faisons en sorte qu'il y ait des services à bord, que la fréquence augmente, mais surtout pas réparons les éclisses quand elles sont en panne, quand elles sont cassées, mais de grâce, pas de TGV. Voilà, donc, et si jamais le TER est vraiment très rempli, sa vitesse généralisée est de 28 km/h, deux fois celle du TGV. Voilà, donc vous voyez que cette notion permet de comprendre ce que vient de dire la Cour des comptes en disant il ne faut pas porter le TGV au-delà de sa zone de pertinence. Vous l'avez expliqué comme ça. Et je vais terminer avec ce petit tableau. Vous avez les vitesses généralisées de tous les modes en fonction du coût kilométrique. Donc bien sûr, l'avion est toujours celui qui a la vitesse généralisée le plus élevée, parce qu'il a la vitesse physique le plus élevée. Donc si vous lisez verticalement, c'est toujours l'avion qui est le plus rapide, puis le TGV, etc., etc. Et puis là l'autocar, qui est toujours le mode le plus pourri en matière de vitesse. Mais si vous regardez horizontalement, et vous dites bien, voilà, avec une vitesse généralisée de 30, enfin, y compris les coûts sociaux, y compris les coûts pour la collectivité, de 30 km/h, eh bien, l'autocar, il coûte beaucoup moins cher que ne coûterait un TGV hyper subventionné, où on aurait une vitesse généralisée de 30 km/h. Et donc là, vous comprenez M. Macron. Quand M. Macron dit « je vais déréglementer les autocars », eh bien tout simplement, M. Macron, il a peut-être lu nos travaux, ou ses collègues, qui expliquent pourquoi, voilà, le TGV. Et si vous regardez la voiture, le renouveau de la voiture, ça c'est... où est-ce qu'elle est la voiture ? Tout en bas, merci. Voilà, ça c'est la voiture à 50 km/h. Et ça, c'est si vous mettez 3 passagers dedans. C'est le covoiturage. Eh bien, vous voyez que la voiture, elle est là. Donc là c'est confondu. La voiture, elle est ici. Et vous voyez qu'ici, vous avez une voiture qui peut vous amener à des vitesses généralisées supérieures à 40 km/h pour des coûts extrêmement faibles. Donc voilà, le covoiturage, il est là. Et il va se développer. Donc voilà un petit schéma qui nous explique pourquoi, dans cette zone-là, c'est-à-dire payer moins, faire en sorte que et la collectivité et le particulier payent moins, pour des modes de transport qui ont des vitesses généralisées non ridicules, entre 30 et 40 km/h, c'est-à-dire aussi bien que des TGV très largement subventionnés. Voilà, j'ai été un petit peu long. On va donc, juste pour la discussion, rappeler quand même ce qui n'a pas été dit dans la transition énergétique, et bon, les élus me désespèrent, quoi. Quand le président de la République dit qu'il faut diviser par 2 notre consommation d'énergie d'ici 2030, 2050, il a raison. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas raconter des bobards. Il faut dire que si on veut diminuer la consommation, il faut augmenter le prix. Ou alors il faut rationner. Il faut dire aux familles, vous ne pouvez pas consommer plus de tant de kilowattheures, vous avez le droit qu'à 500 litres de carburant par an. Mais si vous ne voulez pas le rationnement, qui est une méthode plutôt soviétique, l'autre solution, c'est d'augmenter le prix. Vous ne pouvez pas faire autrement. Ou alors il ne faut pas promettre des choses comme ça. Il faut savoir ce qu'on veut. Donc les transports en commun se trouvent aujourd'hui confrontés à la double revanche. La revanche du privé, les autocars, le covoiturage, etc., Uber, les taxis, et la revanche de la route, qui revient. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui va débarquer et qui va complètement bousculer. Vous n'avez pas fini de voir les taxis bloquer les aéroports, parce que cette profession est menacée. Elle est menacée parce que tout simplement, elle ne peut pas continuer à vivre comme ça. C'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour la collectivité. Et donc, bien sûr, pour ma part, en tant qu'économiste, je reviens sur mes manies, il faudra payer plus pour se déplacer. Même s'il y a des personnes qui vous disent on va payer moins, ben justement, c'est parce que des personnes vont baisser le coût qu'il faudra peut-être en augmenter le prix. Et c'est sans doute ce qui sera le plus compliqué à comprendre, c'est qu'on va à la fois baisser le coût de la mobilité, le coût collectif, moins de subventions, le coût du covoiturage, mais en même temps, on va augmenter les prix.
C'est-à-dire qu'on va augmenter les taxes sur les carburants, les redevances, les péages, etc. Voilà, j'en ai terminé. Donc je vous ai démoralisé pour longtemps. Donc maintenant vous pouvez m'assaillir de questions. Allez-y. Alors j'ai une première question qui n'est pas très globale. Hein. J'ai été très surpris par l'inflexion que vous avez montrée sur le graphique du fret ferroviaire allemand. Oui. Alors, en face, il y avait les Français qui échouaient complètement, etc. Parce que tel plan n'a pas été mis en œuvre, parce que la SNCF n'a pas été réformée, etc. Donc comment se fait-il c'est pas une simple continuité, c'est vraiment une inflexion radicale. Qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que ça pourrait être transposable? Voilà ça. Alors, ce qui s'est passé ici, c'est que les Allemands ont fait un choix stratégique qui a été de dire qu'est-ce qui va se développer dans le transport de fret? Ça sera les conteneurs. Donc, vous voyez, regardez ici, vous avez l'international et le national. Le national en bleu, l'international. Vous voyez, en Allemagne, ce qui a monté, le plus, c'est l'international. Et donc, ils ont dit, voilà, on a un truc qui s'appelle le port d'Hambourg. On va le développer, et pour que ça marche, il faut que l'Interland fonctionne. Donc, on va améliorer la ligne ferroviaire qui descend de Hambourg et qui va vers la Suisse. Et puis, en plus, ils ont racheté les chemins de fer hollandais, le fret des chemins de fer hollandais, et donc, ils contrôlent le fret des chemins de fer hollandais. Et puis, ils contrôlent tout le fret ferroviaire anglais. PWS, England West Scotland, c'est une entreprise allemande. Et ils ont racheté la filiale espagnole du fret ferroviaire. Et ils ont passé des accords avec les Suisses, avec les Polonais, avec les Italiens. Donc autrement dit, tout l'axe ferroviaire, le plus grand axe qui traverse les Alpes, eh bien c'est un axe qui est contrôlé aujourd'hui par la Deutsche Bahn. Donc ils ont fait le double choix de dire, on va aller à fond sur le transport international, soit par des rachats, soit par des partenariats, et deux, on va aller à fond sur les conteneurs. Et on va complètement changer le service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes un industriel belge, français, suisse, etc. Vous voulez envoyer du matériel en Italie, eh bien, vous savez que tous les jours, à je ne sais plus quelle heure, de Duisbourg, vous avez un train qui part très régulièrement pour l'Italie, et qui arrive le lendemain matin, et vous pouvez charger à heure fixe. Autrement dit, ce qui a changé, c'est qu'ils se sont orientés sur une logique de service, et pas sur une logique de je déplace des trains. J'ai devant moi des chargeurs qui ont des exigences de délai, qui ont des exigences de sécurité, ils ont des transports sous température dirigée, etc. Donc ils ont complètement changé leur façon de fonctionner. On va d'abord s'occuper du service. Nous, traditionnellement en France, on n'est pas bon en matière de service, culturellement, hein, parce que le mot service, ça nous rappelle un peu le système féodal. Et donc la SNCF, pendant des années, elle avait chaque jour des dizaines de trains calés. Un train calé, c'est un train où il n'y a plus de conducteur. Parce que comme un conducteur ne travaille pas plus de 3 heures par jour, eh bien, quand ce train a été retardé, ben, le conducteur dit « moi j'ai fait mes 3 heures, j'arrête ». Donc il faut envoyer un taxi pour le récupérer, un autre taxi qui apporte le conducteur, et ensuite il repart, et comme il est en retard, on lui dit « ah ben non, vous vous arrêtez parce qu'il faut faire passer les trains de voyageurs qui sont prioritaires ». Donc un train aujourd'hui qui traverse la France, à part les trains qui transportent les camions, là les 4 trains par jour qui font Bétambourg-Perpignan, ils traversent la France à 25 km/h de moyenne. Voilà. Donc vous voyez, le problème de fond, c'est qu'il faut changer l'organisation du système. Ikea, quand ils ont installé leur magasin à Barcelone, il y a maintenant une quinzaine d'années, ils ont dit, ben, nous on est Ikea, on aime la nature, etc. On n'est pas fous en tant que Suédois, donc on va faire transporter nos marchandises par le train depuis la Suède jusqu'à Barcelone. Ils ont arrêté au bout de 3 semaines. Parce que leur train était calé, leur train était perdu. Je me souviens de Philippe Citroën, directeur de la stratégie de la SNCF, avec qui j'ai pas mal travaillé en 2000, et qui me disait, voilà, j'ai un jour demandé à M. Gallois, faites-moi remonter par vos services le nombre de trains calés qu'on a à 10 h du matin ce matin, combien on a de trains calés, c'est-à-dire de trains de fret qui sont arrêtés parce qu'on n'a pas de conducteur, parce que ben, il y en avait plusieurs centaines. Donc c'est ça, c'est vraiment une question d'organisation. C'est un truc qu'on n'a pas su faire. Le ferroviaire ne sait pas en France se réformer. Alors qu'éventuellement c'était dans le plan gallois sous une forme... Oui, c'était un petit peu le plan Starter, c'était un petit peu ça. Hein. Il y avait des idées, mais là, le corps social de la SNCF s'est dressé comme un seul homme. Hein. Et c'est ce qui explique que la route devienne plus intéressante que la ben, entre autres. Alors, c'est quand même très surprenant, parce qu'on pourrait c'est pas seulement ce qui explique. Fondamentalement, les marchandises préfèrent la route. Parce que tout simplement, les marchandises, elles ont de plus en plus de valeur, et elles pèsent de moins en moins lourd. Et elles ont des délais. Vous voyez, quand j'avais étudié avec des étudiants le circuit logistique de ça. Le circuit logistique de ça, c'est que vous avez des magasins, Optique 2000, etc., un peu partout. Tout est livré par camionnette du jour au lendemain. Donc vous allez chez votre opticien le mardi,
Vous êtes pressé, vous voulez vos lunettes le mercredi ou plus tard le jeudi, la commande est passée, et tout envoyé par camionnette. Donc, vous n'allez pas mettre ça dans les trains. Or, nous consommons de plus en plus de produits sur lesquels on ne veut pas attendre. Alors, je ne parle même pas des produits frais, mais même vous voulez un téléphone portable, il faut que ça arrive. Donc la nature des marchandises fait que, bon, je viens de faire un rapport là, qui va être publié donc, la semaine prochaine à Bruxelles, sur l'avenir du fret ferroviaire européen, un truc fait payer par la SNCF, par la Deutsche Bahn, par les Anglais, etc. Et on a été obligé de dire, les ambitions européennes sur la croissance du fret ferroviaire sont démesurées. On n'y arrivera pas pour des raisons structurelles. Mais en plus, les Français sont nuls. Ouais. En plus de ça, on est nuls. Mais en termes de coût, c'est quand même... Non mais en fait on n'est pas nul, mais on a une organisation qui... Oui, enfin, oui, mais ça revient au même. Il faut quand même le dire. Ouais, non, on n'est pas nuls, bien sûr on est français, attendez, on est bon. Mais, fondamentalement, le système... Enfin, les managers de fret SNCF sont des gens remarquables. Mais c'est des gens qui fonctionnent avec des règles du jeu qui les empêchent de faire bouger le système. Et donc voilà, ils ont réussi à réduire les pertes. Le trafic de la SNCF est passé de 55 milliards à 20 milliards de tonnes, 21 milliards, puisque maintenant le privé a pris 10 milliards. Mais ils ont donc diminué de 60% leur trafic, et ils font toujours 150 millions de pertes par an. On a le même problème dans le fret maritime en France aussi. Oui, un peu moins quand même, parce que CGM se débrouille quand même mieux que la SNCF. Un exemple simple, le fret maritime, ils ont été confrontés à la crise en 2008, ça a chauffé. Maersk et CMA-CGM, depuis cette date, ils ont baissé le coût de transport d'un conteneur de 25%. Transporter un conteneur, ça leur coûte à eux 25% de moins, parce que les bateaux sont plus gros, parce qu'ils vont moins vite, donc ils consomment moins de carburant, et qu'ils sont mieux remplis. Oui, le fret n'a pas baissé de 25%. Oui, mais c'est le port qui bloque en France. Alors en plus, ça c'est le problème des ports. Mais les compagnies sont efficaces, les ports nous posent problème, même si ça va un petit peu mieux, heureusement. Oui, je reviens juste sur ça. Le coût, l'exemple que vous dites de transporter les lunettes, c'est quand même surprenant que le coût soit plus avantageux de la transporter en camionnette de Lille à Toulouse pour gagner du temps que de la transporter en ferroviaire. Ben oui, mais c'est parce qu'attendez, la valeur par tonne de ces produits-là, ça coûtait, je ne sais plus, 200-300 euros, à la tonne, ça a une valeur absolument gigantesque. Le coût de transport là-dessus, ça va représenter quelques centimes. Vous savez qu'un exemple qu'on donne, un poulet congelé qui vient d'Amérique du Sud et qui est débarqué en France, parce que la France a cette particularité d'être à la fois le plus gros producteur de poulet en Europe, le plus gros exportateur de poulet en Europe et le plus gros importateur, eh bien c'est à peu près 10 centimes d'euros. Un poulet congelé qui vient d'Amérique du Sud. Donc vous pouvez toujours raconter avec la flûte, ah on va augmenter les prix des carburants et comme ça va empêcher les poulets congelés. Non, vous pouvez tripler le prix du transport, le poulet congelé vous coûtera 15 centimes, de 20 centimes de plus. Ça ne change rien. Même chose pour cette chemise qui vient certainement d'Asie. Voilà, les coûts de transport sont extrêmement faibles. Et moi, je suis économiste, j'ai tendance à dire que c'est très bien comme ça. Voilà, les écologistes, ils disent que je suis une brune, mais bon. Sur le fret ferroviaire, moi je travaille à Réseau Ferré France, justement sur l'attribution des sillons fret, enfin l'attribution tout court d'ailleurs, avec la SNCF, on va même s'appeler SNCF Réseau. Oui, vous avez... Mais ce qu'on peut dire sur le fret ferroviaire, c'est que c'est vrai, depuis 2006, on ne sait pas forcément, il y a 28 entreprises ferroviaires qui circulent. Privées, oui, bien sûr, qui font un tiers du trafic. Et donc essentiellement fret, parce que les entreprises ferroviaires, voyageurs, il y a Eurostar, la cousine de la SNCF, et puis il y a Tello qui fait rouler... un train, on a un train privé en France. Sur l'Italie, puis Marseille-Vintimille bientôt. Voilà. Mais ce qu'on peut dire, c'est que donc les autres, ce sont des clients fret, effectivement, ils ont fait un tiers du marché. Voilà. Et on les martyrise tous, nos clients fret. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a laissé se dégrader le réseau classique, avec oui, tout à fait, on est d'accord. Mais ce qui se passe du coup, c'est que depuis 2009, on a fait le contrat de performance d'État RFF, on injecte des milliards de régénération sur le réseau classique, et ces grosses opérations, on a commencé par les faire sur le réseau non structurant, sur des petites lignes TER en Midi-Pyrénées, en Auvergne et ailleurs, qu'on pouvait procéder par des fermetures complètes pendant les travaux. Et maintenant, les gros travaux se déplacent sur le réseau structurant. Et ça tombe mal, on le fait la nuit, principalement la nuit, parce que la journée, il y a l'offre TER, il y a l'intercité, le reste qui va passer. Et du coup, on martyrise vraiment le trafic fret, notamment les contraintes, notamment la température dirigée. On a mal de chiens à faire les sillons de 3 combis d'Avignon à Rungis et à Dourches.
Et c'est des offres extrêmement fragiles. Tout à fait. Fret Combi, c'est une vraie entreprise, c'est une filiale de fret, mais d'accord, mais c'est 4 trains par jour. Et c'est 4 sur 15 000. Mais ces 4-là, c'est 100% de son business. Donc, non, mais tout à fait. On n'est pas très bon. C'est ce que disent dans le cadre de la conférence fret, là, j'ai présidé une des 5 thématiques là. C'était l'accès au réseau, c'est ce que nous disaient tous les transports, y compris Fret SNCF, nous disaient on a un vrai problème avec les sillons, notamment à cause des travaux et des plages travaux. C'est-à-dire qu'on bloque le sillon, on dit on ne peut pas passer, alors qu'en fait les travaux n'ont pas lieu. Parce qu'on a réservé pour une plage, mais les travaux n'ont pas lieu. Donc ça c'est un débat interne de hiérarchie implicite entre les services de SNCF Infra. Oui, allez-y. Je travaille à la SNCF, c'est malheureux. Ah, voilà. Mais vous allez faire un mariage heureux. Et une des questions qui est souvent évoquée, alors je ne sais pas quelle est la part de vrai là-dedans, c'est la notion de la problématique du coût du péage. Parce qu'à un moment, notamment par rapport à l'Allemagne, il y a la dette du réseau qui semblerait être prolongée en Allemagne. Oui, tout à fait. Oui. Et donc à un moment, il y a quand même cet aspect-là où du coup j'imagine que le coût du péage n'est pas le même en Allemagne, proportionnellement. Surtout si en plus ils taxent les... C'est pas très... Alors sur le fret ferroviaire français, le péage est très bas, et en plus jusqu'à maintenant il est subventionné par l'État. Donc le péage ferroviaire en France est extrêmement bas. Mais pour parler de ce qu'il y a dans même si ce péage était nul, c'est pas ça qui aiderait beaucoup les entreprises ferroviaires, parce que ce qu'ils veulent c'est de la qualité et de la vitesse. On est d'accord. Ensuite, les péages ont beaucoup augmenté en France pour les TGV essentiellement. Donc depuis 2000, en gros, on a fait plus de presque 200%, 193%. Vos collègues m'ont envoyé les statistiques d'ailleurs hier. Et ça, effectivement, ça pénalise la marge opérationnelle de la SNCF sur les lignes rentables. Mais en même temps, on sait aussi que sur les TGV Paris-Lyon du vendredi soir, c'est là que les péages sont les plus élevés et que RFF engrange. Mais c'est là aussi que la rentabilité est le plus élevée pour la SNCF parce qu'il y a 100% de taux de remplissage. Et donc tout le problème, c'était d'abord d'éviter que les péages augmentent indéfiniment. Et ça, donc ça a été annoncé qu'ils allaient maintenant se stabiliser. Et que, effectivement, le problème aujourd'hui, c'est qu'on est en France, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des choix jusqu'au bout. Le choix allemand de 1994, ça a été de dire, voilà, on réforme le ferroviaire, on enlève la dette. Toute la dette du ferroviaire a été reprise par l'État, qui aujourd'hui rembourse. Mais dans le même temps, qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit au ferroviaire, on va vous aider, mais on supprime le statut de cheminot. Donc tous les nouveaux embauchés de Deutsche Bahn sont embauchés sur contrat privé. Et deux, vous êtes, parce qu'ils avaient récupéré la Reichsbahn de l'Allemagne de l'Est, vous êtes aujourd'hui 300 000, vous allez diviser par 2 les effectifs. Autrement dit, les gains de productivité ont été absolument gigantesques en Allemagne, parce qu'il y a eu un accord explicite, comme en Suisse, en disant on vous aide, mais en échange, voilà les objectifs. Et en France, comme on est incapable de faire un contrat explicite avec la SNCF, de leur dire vous allez baisser les effectifs, parce que le nombre de trains qui circulent en France aujourd'hui, tout train confondu, est plus bas qu'il y a 10 ans. Donc un système qui fait circuler moins de trains, s'il augmente sa productivité, il doit y avoir de moins en moins de personnel. Voilà. Donc comme on ne sait pas, comme aucun homme politique ne peut dire ça, éventuellement on a touché aux retraites en 2007, on a touché en donnant des retraites, pas des retraites chapeau, mais en donnant des fins de carrière somptueuses, donc ça a coûté un prix fou, c'est ce qu'on appelle l'inflation ferroviaire. Comme on n'est pas capable d'avoir un vrai contrat explicite, on dit on ne reprend pas la dette. Et puis on essaie de se récupérer en disant on augmente les péages et on diminue les subventions RFF. Ce que dit Jacques Rapoport en disant moi je suis couillon de l'histoire, parce qu'on me fait augmenter les péages, mais en même temps on me diminue mes subventions. Donc, moi j'ai été 4 ans au CA de RFF, donc on voyait ça régulièrement. Donc vous voyez, mais le problème c'est qu'on a un vrai problème culturel d'organisation. Non, mais posons les termes sur le fret SNCF. On sait très bien depuis longtemps qu'il faut sortir cette entreprise de la SNCF. Il faut la filialiser pour qu'elle fonctionne comme une entreprise. Les Suédois que j'ai vus l'autre jour, qui ont du fret privé qui marche bien, en Suède, me disaient vous ne pouvez pas avoir un fret ferroviaire qui marche si l'entreprise dominante fait des pertes. Un marché qui fonctionne, c'est vous avez Google qui gagne de l'argent, puis vous avez les concurrents qui en gagnent aussi autour. Si Google fonctionnait en perdant de l'argent sans arrêt, les autres ne peuvent pas rentrer sur le marché. Et donc on a un vrai problème culturel là-dessus, parce qu'il y a tout un tas de fantasmes autour du ferroviaire, de la SNCF. Les élus, ils disent ce qu'ils veulent, c'est du fric. Ils veulent que l'État donne de l'argent pour leur TER, leur TGV, etc. Donc comme ils veulent du fric de l'État, ils ne sont pas capables en même temps de dire à la SNCF, voilà le contrat qu'on vous fixe. Et donc la réforme ferroviaire qui a été votée, qui a des points intéressants, il n'y a pas un mot sur la concurrence, parce qu'il ne fallait pas froisser les syndicats, ça n'a pas empêché qu'ils ont fait la grève quand même, qui continue. Et il n'y a pas un mot sur l'idée de productivité.
On parle seulement de contrats de performance avec SNCF Réseau, et pas un mot sur SNCF Mobilité. Et les 6 milliards à donner au TER chaque année. Enfin, dont 3 milliards pour RFF et l'autre pour la SNCF. Donc, vous voyez, là on a un vrai problème. Sur les normes d'émission de gaz à effet de serre de véhicules particuliers, par rapport aux normes européennes, il y a des choses qui vont jusqu'à 2020 et puis ça a augmenté très fort ces dernières années. Est-ce que vous pensez qu'au-delà de 2020, ça peut continuer sur la même tendance ou on risque de stagner? Bon, là, je ne peux pas vous dire précisément. Tout dépend de ce que devient l'Europe aussi. C'est-à-dire tout dépend si l'Europe continue à fonctionner avec aucun pays qui fait du opting out. Si vous avez les Anglais qui font un référendum et qui commencent à dire qu'ils sortent de l'Europe, si par malheur on a chez nous une marine qui est élue ou qui arrive à convaincre ses alliés de dire basta l'euro, basta l'Europe, il y a quand même pas mal de gens qui disent aujourd'hui que ce serait une solution. L'Europe n'existe plus de fait, donc chacun mettra les normes qu'il veut. Donc ça c'est la première explication, c'est l'explication politique. On ne sait pas ce que sera l'Europe dans les scénarios qu'on avait fait pour la data en 2000. On avait un scénario qui s'appelait l'Europe carolingienne. On revient sur une Europe de 6 pays. Et après on voit ce qui se passe. Mais peut-être qu'on s'était trompé parce qu'on avait mis la France au milieu. Peut-être que ça sera une Europe forte, mais sans la France. Parce que la France, elle sera sortie, comme les Anglais. Donc ça, c'est ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui va se passer sur le réchauffement climatique. S'il y a des engagements internationaux, l'Europe dira on continue à durcir. S'il n'y a pas d'engagements internationaux, ce que disent à peu près tout un tas de gens, donc notamment Rémi Prudhomme que j'ai cité tout à l'heure, ils disent mais attendez, les émissions de la France par rapport aux Chinois, c'est quoi? Donc nous, si on fait l'effort, ça va baisser d'1 millième. Donc ça, basta quoi. Hein. C'est comme, voilà, vous sortez, il y a de la pollution, vous dites bon bah je prends ma voiture quand même. La vôtre, personnellement, ça ne pose pas de problème. Évidemment, c'est pas citoyen de faire ça. Mais je vois monter des forts discours de ce type-là, en disant les Chinois et les Américains ont qu'à faire des efforts, puis après, nous, on a déjà fait beaucoup, puisque les Français émettent beaucoup moins de CO2 que les autres grâce au nucléaire. Et donc, je pense qu'effectivement, en toute logique, si le monde reste le monde tel qu'il est, on va continuer à baisser les émissions. Ouais, j'avais pas précisé, mais chez PSA, je m'occupe du CO2, je suis chef de produit CO2. Et donc, je suis ça de près. Et il n'y a rien d'officiel, hein, effectivement. Il y a des communications, il y a des livres blancs en Europe qui parlent de passer de 95 grammes à une fourchette comprise entre 75 et 85 grammes en 2025. Et l'association des constructeurs demande de se faire pousser à 2030, que ce soit autour de 75 grammes peut-être, mais en 2030. Donc ce qui correspondra plutôt à 85 grammes en 2025. Et cette tendance-là, on la retrouve en Chine et aux US, quoi, qui aussi commencent à parler de chiffres pour 2025. Donc tout le monde s'inscrit dans cette tendance-là. De continuer la baisse. Qui est l'évidence, puisqu'une voiture qui transporte une personne et demie et qui pèse 1,5 tonne, il y a un problème, quoi. Enfin, la taille et le poids des véhicules aujourd'hui posent un problème. C'est pas très logique qu'on ait des véhicules de plus en plus lourds. La Golf, les premiers modèles il y a 40 ans pesaient 720 kg. Aujourd'hui, elles font 1,5 tonne. Alors je sais bien qu'il y a la sécurité, qu'il y a tout un tas de choses qui sont mieux que la Golf d'il y a 40 ans. Mais franchement, on fait le downsizing sur les moteurs, il faudrait aussi faire le downsizing sur la taille des véhicules, quoi. Or, ce qui se vend bien aujourd'hui, c'est plutôt les 4x4 et les crossovers, quoi. Donc là, il y a un paradoxe là. Oui. Toujours dans les véhicules. Est-ce que vous avez une explication du choix de Carlos Ghosn de faire la voiture électrique? Parce que dans l'explication, ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'en fait, la voiture électrique, même utilisée en interurbain, enfin, une voiture, elle est aussi utilisée pour faire 400 ou 500 km. Ouais. Et je veux dire, l'idée qu'il y a une voiture spécifique pour la ville que l'on possède, et une autre voiture, c'est un peu bizarre. C'est pas ce que l'on constate. C'est oublier qu'il y a un problème d'occupation de l'espace. Ouais. Alors pourquoi il a choisi ça et s'en faire dans cette idée? Lui, je ne sais pas s'il s'en fait, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été sous influence de M. Borloo, de ses conseillers, et ils étaient persuadés, ils avaient passé un accord avec, vous savez, en Israël, j'ai oublié Blue Car. Voilà.
Donc ils étaient persuadés, ils ont fait un choix stratégique en se disant le pétrole va augmenter beaucoup et la voiture électrique, ça va arriver. N'oubliez pas qu'en 2008, vous avez eu cette très forte hausse des prix du pétrole, après vous avez eu la baisse. Ouais, voilà, donc ce dont on se souvient, c'est du phénomène de hausse. Et donc je pense qu'il y a eu une erreur de stratégie industrielle qui a été renforcée par le fait que la politique a dit on va vous aider, on va donner des subventions. On songeait qu'aujourd'hui on donne 10 000 € pour acheter une voiture électrique. Enfin, c'est complètement aberrant, ça n'a pas de sens. Et en plus, certains vous disent on va faire l'électricité gratuite sur les bornes de recharge. Mais enfin, vraiment, c'est délirant ce genre d'affaires. Mais ça, je pense on fait une espèce d'auto-enfumage, quoi. Hein. Oui, je suis d'accord. Oui. Et ça se fait sur d'autres. Il y a sans doute d'autres domaines industriels où on a un peu le même problème. Regardez sur les TGV. Ben voilà, on disait on va faire des TGV partout, 4000 km. L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité, sauf quelques abstentions, le SNIT, avec 4000 km de lignes TGV nouvelles avant 2030. Voilà. Et puis après, on s'est rendu compte que ça coûtait une fortune et qu'il fallait arrêter les frais. Et donc, il y a une espèce de phénomène de ce que j'appelle d'auto-enfumage. L'écotaxe, l'écotaxe, elle a été votée à l'unanimité aussi. Ben, l'écotaxe, mais c'était une bonne idée, ça. Enfin, peut-être pas bien taillé. Mais il fallait l'installer en Alsace d'abord. Il fallait pas arrêter le. Mais est-ce qu'elle est bien taillée, par exemple? Parce qu'en Allemagne, elle commence à partir des camions de 10 ou 12 tonnes. Oui. Ouais. Alors qu'en France, c'est 3 tonnes 5. 3 tonnes 5. Alors, on peut quand même se poser la question. L'erreur qu'on a fait sur l'écotaxe en France, c'est qu'on a voulu faire tout de suite le plus beau et le meilleur. Alors que le problème de l'écotaxe, c'est qu'il fallait commencer par une vignette. C'est la chose la plus simple, ça ne coûte rien. Vous obligez les camions à avoir une vignette, et puis quand il y en a un qui se fait choper, s'il n'a pas de vignette, 1000 € d'amende. Et là, vous avez la vignette. Donc ça ne coûte rien. C'est comme ça que les Autrichiens ont commencé, il y a une quinzaine d'années. Vignette sur autoroute, vous achetez la vignette, les Suisses, vous achetez la vignette quand vous rentrez. Il fallait commencer par la vignette, pour les poids lourds. Et puis ensuite, on disait, voilà, c'est un tarif fixe. Et puis ensuite, petit à petit, on mettait en place un système plus moderne de péage, et pas forcément sur tout le territoire. Les Alsaciens le voulaient en premier, ça tombe bien. Ah oui, on le mettait en Alsace. Parce qu'ils récupèrent les camions allemands. Et puis une fois que c'était expérimenté, on avance. On a bien vu que pour le ferroviaire, on a transféré aux régions. D'abord, quelques régions ont dit nous on est volontaires pour s'occuper du ferroviaire. En 97. Et puis après, en 2000, la loi SRU a transplanté à tout le monde. Donc et là, encore une fois, je vais être violent, le gouvernement s'est fait entuber par les ingénieurs. Parce que les ingénieurs voulaient vendre leur technique de péage automatique. En disant, on leur a vendu en France, on va le faire. Ils le font déjà à l'étranger. Ils le font. Non, il fallait dire aux ingénieurs, non, désolé, on n'est pas là pour expérimenter un truc technique. On est là d'abord pour ramasser de l'argent. Donc pour ramasser de l'argent, le truc le plus simple, c'est la vignette, avec quelques policiers, et puis on fait quelques exemples. Et puis après, une fois qu'on a acclimaté l'idée qu'il faut payer pour rouler, on passe sur des procédés techniques. Je vous raconte juste une histoire. Il y a quelques années, j'avais été invité par les sociétés d'autoroute qui, à l'époque des élections municipales à Paris, c'était quand Madame de Panafieux était contre Monsieur Delanoë, et ils voulaient vendre le péage urbain. Et le repas s'est bien passé, mais à moitié quand même, parce que je leur ai dit, non, attendez, là, vous êtes en train de vouloir vendre votre technique de péage. Alors, c'est pas un problème technique, c'est un problème politique. On va d'abord demander aux usagers en voiture de payer. Donc si on leur demande, il faut que ce soit simple, il faut que ça marche. Et il ne faut pas que ça coûte 20% du coût de la recette. Parce que c'était ça, l'écotaxe. C'est ça le problème. C'est qu'on a voulu faire tout de suite un truc super. Alors qu'il fallait commencer, il fallait d'abord acclimater l'idée. Mais là, vous voyez, c'est le défaut d'être prisonnier de systèmes techniques. Alors qu'en fait, il fallait d'abord... Et on a raconté d'autres bobards. On vous a dit c'est une éco-redevance. On a appelé ça éco-move, parce que c'est écologique. Mais non, c'était économique. Ça devait rapporter du fric. C'est tout. C'était de l'argent qui était obtenu pour faire sur les routes. C'était un péage d'infrastructure. C'était une redevance, d'ailleurs, c'était pas une taxe. Donc on a appelé ça éco-taxe, en disant c'est écologique et c'est une taxe. C'était pas écologique et c'était pas une taxe, c'était une redevance pour l'usage. Et donc, ils se sont trompés de tout au tout, quoi. Donc maintenant, il fallait qu'ils rament pendant 5 ans pour le remettre en route. Et dans quel pays il y a des équivalents Alors, le premier système qui a été mis en place, c'est les Suisses, avec le RPLP, la redevance poids lourd, donc qui au départ était une vignette, et puis après ils ont obligé les camions à s'équiper d'un système de compteur, et ensuite ils payaient. Après il y a les Autrichiens qui ont mis ça en place, d'abord avec une vignette, puis ensuite avec des systèmes de péage. Et puis les Allemands ont lancé ça en 2005, ça s'est très mal passé techniquement. Il y a eu 1 an ou 2 de gros problèmes, presque autant que pour l'aéroport de Berlin.
qui n'est toujours pas fini, puisque aussi de temps en temps ils ont quelques loupés, ça nous fait plaisir. Mais maintenant le système fonctionne bien. Et comme il fonctionne bien, notamment les Verts allemands poussent pour l'étendre aux PKV, aux voitures. Les Anglais sont en train d'instaurer un système de vignettes. Donc, si vous voulez, le raisonnement il est simple, c'est de dire la route c'est une machine à cash, ça gagne de l'argent. 22 milliards en France par an de taxes intérieures sur les produits pétroliers. 22 milliards payés par la route. Ça c'est bien. Hein. Donc ça coûte beaucoup moins cher que toutes les subventions aux ferroviaires qui ne sont que de 13 milliards d'euros par an. Donc la route c'est une formidable machine à cash. Le problème c'est que ce cash il est essentiellement fondé sur le pétrole. Avec les voitures qui consomment de moins en moins, ou bien il faut dire clairement qu'on va doubler, si on diminue les consommations par 2, il faudra doubler la taxe, 80 centimes, 1 euro par litre, ou bien il faut dire non, il faut arrêter de prélever sur le carburant, il faut prélever ailleurs. Et c'est ça. Au lieu de faire payer le carburant, je fais payer l'usage de la route. Alors avec un système, bon, le système est simple, c'est comme quand vous avez votre abonnement électrique, vous avez l'abonnement plus la consommation. La première chose c'est de dire, voilà, ce sera pareil sur les routes. L'abonnement c'est la vignette, et puis la consommation c'est la TICPE. Et puis plus tard, quand la technique sera au point, eh bien, la consommation, vous aurez des véhicules électriques qui ne vont rien payer sur les routes parce qu'ils ne payent pas de taxes pétrolières. Non. Quand vous dites que vous allez développer le véhicule électrique, il faut expliquer que parce qu'il y aura des véhicules électriques, on est obligé de mettre en place un système de paiement, de redevance de péage, parce qu'on ne pourra plus se faire payer sur les carburants. C'est ça la logique. Et vous avez entendu des ministres expliquer ça, alors que c'est élémentaire. Voilà. La route doit sortir du champ du domaine non marchand. Il y avait des choses qui sont non marchandes en France, vous avez l'éducation, vous avez la santé partiellement, l'éclairage public, etc., la justice, la police, l'armée, c'est non marchand. L'électricité en général. Non, l'électricité c'est marchand. Non, c'est payé, enfin EDF gagne de l'argent, etc. Ce qui est non marchand, c'est l'éclairage. L'éclairage public. Donc, pour des raisons politiques qu'on comprend bien, au XVIIIe siècle, les routes étaient privées en Angleterre, et à péage. Et Adam Smith, un des premiers économistes, 1776, il dit il faut arrêter ces routes à péage, il faut les rendre publiques. Comme par hasard, au même moment, on crée le corps des ponts et chaussées en France. Et on décide de faire les routes gratuites. Pourquoi? Parce qu'on dit la route, c'est indispensable à l'unité nationale. Moi, je comprends très bien ça. Mais aujourd'hui, ce qui est indispensable à l'unité nationale, c'est pas les routes, c'est la sécurité sociale. Donc je préfère que l'État s'occupe de la sécurité sociale, des aides aux chômeurs, des retraites, etc. Et qu'il dise, ben, puisque je m'occupe de ça, je ne vais pas en plus faire les routes gratuites. Et donc il y a des choses qui avant étaient payantes, qui étaient gratuites, et qui vont devenir payantes, parce que c'est plus une priorité. C'est pareil pour les universités. Les masters à 300 € par an, ça n'a pas de sens. Un master, c'est un bien privé. Vous avez un master, avec ça, vous allez sur le marché du travail. Apprendre à lire, c'est un bien public, donc l'école est gratuite. Mais un master, c'est un bien privé, vous devez le payer. Donc, vous voyez la logique. Mais vous voyez, je ne vais pas me présenter aux élections avec un programme pareil. Mais la logique, elle est là. La logique, c'est de dire, si vous voulez que l'État se développe et qu'il fasse ce qu'il a à faire, notamment la santé, la sécurité sociale, parce que ça, il faut qu'il y mette son nez très fortement, comme a fait M. Obama aux États-Unis, eh bien, il ne peut pas tout faire. Si vous ne payez pas pour ça, vous allez payer pour autre chose. Et donc, notamment par la mobilité. Mais vous voyez, là, quand vous expliquez ça, les élus, voilà, sauf quand vous leur dites, la vignette, elle sera pour vous. Quand j'ai testé à l'Assemblée des présidents de département, quand ils nous ont reçus avec la commission mobilité 21, quand il y avait des questions sensibles, le président Philippe Duron me donnait la parole. Il disait, bon, il bien que monsieur Crozet ait des choses à dire. Alors je leur disais, bon, vous êtes content de l'entretien de vos routes? Ah non, on n'a plus d'argent, etc. Qu'est-ce que vous dites si on met une vignette en place? Ça vous fait 6 milliards d'euros par an à vous partager. Et alors là, il y a la moitié qui disait, ouh, attendez, refaites-moi le calcul, là, comment vous faites, etc. Et ça va arriver, la vignette. Même si M. Hollande a dit qu'il n'augmenterait pas les taxes. Et là, ce jour-là, je signerai un article en disant vive la vignette. Oui. Est-ce que vous avez étudié les scénarios sur les consommations énergétiques au global, oui, dans le cas où on développe le bus, le covoiturage parce que c'est cohérent d'un point de vue d'investissement, ou on limite le train là où il faut limiter parce que c'est pas cohérent? Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue énergétique oui, c'est pas mon ordinateur, j'aurais pu vous montrer ça. Effectivement, on a fait ça dans notre projet 2050, là, je vous ai montré les scénarios économiques. Et en gros, nous, dans nos scénarios, à l'horizon 2050, pratiquement les émissions de CO2 des voitures particulières, c'était devenu zéro. Parce qu'elles n'étaient pas forcément électriques, mais elles étaient hybrides,
et elles avaient plus de 100 ou 200 km d'autonomie. Donc en gros, on rechargeait à la maison, et les émissions de CO2 des voitures étaient devenues presque rien. Et donc les seuls qui restaient, c'était les poids lourds, là c'est un vrai problème, les autocars, et puis les avions surtout. Voilà, c'était ça le principal. Et donc à partir de là, plus ou moins de covoiturage, ça change pas énormément, parce que le gain sur les consommations unitaires évolue beaucoup plus vite que la proportion de personnes qui covoiturent. Et donc, vous voyez, c'est pour ça que ce qu'on dit, c'est que l'essentiel des pollutions, on a vu tout à l'heure, ça vient des voitures particulières. Et si vous voulez gagner là-dessus, soit vous pénalisez la circulation, vous interdisez les voitures le dimanche, comme à l'époque du choc pétrolier en 1973 aux Pays-Bas, soit vous baissez les consommations unitaires très très fortement. Et vous gagnez beaucoup plus en faisant ça qu'en développant le covoiturage, qui reste encore aujourd'hui relativement limité quand même. On peut faire beaucoup mieux. Mais la technologie fera quand même beaucoup plus que ça. Et là, vous voyez, ça c'est pas rien, c'est tous les artisans, ça. Et tous ceux qui basculent du poids lourd au véhicule utilitaire léger pour ne pas payer la redevance. Parce qu'il y a des types de trafic où aujourd'hui on se dit, bah, au lieu de prendre des poids lourds, vous avez des tricheurs. Hein. Vous avez aujourd'hui, l'autre jour on m'a donné le chiffre, dans le milieu de la France, plusieurs dizaines d'entreprises de transport non référencées, de gens qui ont des petits véhicules, immatriculés éventuellement à l'étranger, et qui disent aux entreprises, si vous avez une ou deux palettes à transporter, faites appel à nous, et puis on s'arrange. Et sur 200 km, ils vous transportent 2 palettes dans un petit trafic, plutôt que de charger Et les transporteurs routiers, français d'ailleurs et étrangers, sont furieux. Parce que là, c'est même pas du cabotage, c'est illégal. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Parce qu'en plus, il n'y a pas de... Souvent, c'est payé de la main à la main, etc. Mais il y en a des dizaines. Donc les VUL, c'est un problème sur le respect de la vitesse, parce que sur les autoroutes, c'est eux qui vous doublent bien au-delà de 130 km/h, et ça représente un trafic extrêmement important. Et donc là, les marchandises sont en partie de se déverser ici. Là, il y a un problème de réglementation à faire respecter. Mais fondamentalement, le covoiturage, il fait plus de mal au ferroviaire qu'il ne fait de bien à l'environnement. Et au niveau autoroute, donc on a parlé des plans de développement des voies ferrées, mais alors, là je lisais dans un compte-rendu de la conférence environnementale qu'ils vont relancer un plan de... Un plan autoroutier. Oui. Alors là, c'est une astuce de M. Cuvillier, qui est arrivé au ministère et qu'il a vu qu'il avait plus de sous, et que c'était embêtant, et donc il a dit qu'il faut aller chercher les sous là où ils sont. Donc l'État ne peut plus s'endetter encore plus pour faire des autoroutes. Donc il est allé voir les sociétés d'autoroutes qui ont les concessions privées, et ils leur ont dit, est-ce que vous êtes prêts à investir pour soutenir l'activité du bâtiment, etc., du génie civil? Et les sociétés d'autoroutes qui savent compter leur ont dit, bah, pas de problème, nous on investit, c'est-à-dire qu'on emprunte et on remboursera, mais vous allongez la durée des concessions. On augmente les péages. Et donc, alors, l'histoire des péages, bon, vous avez vu le rapport de l'autorité de la concurrence aussi là-dessus, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est une affaire de gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'État a vendu les sociétés d'autoroutes 15 milliards, ce qui lui a permis de réduire un peu sa dette et de baisser les impôts. M. Villepin, en 2005, il a privatisé et il a baissé les impôts, ce qu'on a oublié de dire. Donc il l'a fait pour ça. Il a filé 15 milliards d'un coup. Et puis à partir de là, les sociétés privées qui ont un chiffre d'affaires de 8 et quelques milliards par an, là-dessus, elles font des profits énormes de 2 milliards par an, mais l'État récupère 3 milliards et demi. Donc pensez-y, hein, quand vous prenez l'autoroute, vous payez le péage, vous payez 10, il y a à peu près 4 euros qui vont dans la poche de l'État. Par la TVA, par la redevance domaniale, je ne parle même pas de la taxe sur le carburant, hein, etc. Ce qui passe par la... Donc c'est un accord, si vous voulez, de deux mafieux, l'État d'un côté et les sociétés d'autoroutes qui disent il y a une vache à lait qui s'appelle les sociétés d'autoroutes, cette vache à lait c'est très bien, elle va cracher de l'argent, et donc quand je suis l'État, je la vends 2 fois. Je la vends une fois, elle me rapporte 15 milliards, et après chaque année, elle m'en remporte 3,5. Et l'autre jour, il y a un conseiller de M. Perben, au début de l'époque Sarkozy, ou juste avant, je ne sais plus, qui disait, mais on pourrait les revendre tout de suite. C'est-à-dire qu'on pourrait vendre des titres sur les marchés financiers, adossés au fait qu'en 2032, toutes les autoroutes retombent dans la main de l'État. Et que ce jour-là, ils pourront les revendre. Donc l'État, il a une richesse là. Hein. Il a un truc qui vaut des milliards. Et qu'aujourd'hui, il pourrait racheter les sociétés d'autoroutes, il pourrait payer, mettons, 20 milliards pour indemniser les sociétés privées, récupérer les autoroutes, et il les revendrait 30. Parce qu'il y a des privés qui sont... C'est une machine à cash. Hein.
C'est une superbe vache à lait. Et donc sur cette vache à lait, l'État a dit, ben oui, moi je suis prêt à faire un plan autoroutier, je vous prolonge les concessions de 2, 3, 4 ans, et l'Europe a accepté. Et avec ça, je fais des améliorations sur les autoroutes et, ce que le Conseil d'État a autorisé, des investissements sur les routes gratuites qui sont autour. Donc l'État récupère l'argent des autoroutes. Et par exemple, M. Cuvillier est en mer de Boulogne, bien comme par hasard, dans le plan autoroutier, il y a 50 km de routes gratuites qui vont être améliorées. Voilà. Donc et de nouveaux morceaux d'autoroute Non, construire des nouveaux morceaux d'autoroute, non, parce que là, ils n'ont pas le droit. Là, il faut que ce soit des concessions. Là, c'est réglementé. Il y a la loi Sapin qui date des années 90 là-dessus. Ils ne peuvent pas mettre des nouveaux autoroutes comme ça. Ou c'est de l'argent public, mais si c'est privé, il y a un appel d'offres, etc., etc. Donc, c'est pas prévu d'investir beaucoup sur les autoroutes. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à propos des TER. Le problème en fait des TER, enfin c'est qu'en fait quand ça fonctionne bien, c'est quand même pour rentrer dans un certain nombre de villes, ils ne sont pas bloqués par les embouteillages. Donc il y a quand même, c'est un problème un petit peu difficile. Je ne dis pas qu'il faut fermer les TER. Hein. Non mais oui, les remplacer par les autocars, c'est. Non mais ça dépend des zones. Tout dépend des zones. Vous pouvez avoir vous avez des TER qui font le matin Vienne, Lyon. Ceux-là, ils sont indispensables et irremplaçables. Parce que l'autocar, il aura du mal à rentrer dans la ville. Mais vous avez des TER qui font, par exemple, du Annecy-Lyon. Annecy-Lyon, c'est pas un trajet qu'on fait tous les jours pour aller au boulot. C'est trop long. Ben, vous mettez un autocar sur... C'est une voie unique entre Chambéry et Annecy. Donc c'est compliqué. Est-ce qu'il faut investir pour doubler la voie? Ou est-ce qu'il faut dire, ben, écoutez, on va mettre un autocar sur autoroute, sur le modèle anglais, sur le modèle d'Idébus, avec le Wi-Fi gratuit, avec un peu plus de confort pour que vous ayez la place de mettre votre ordinateur pour travailler, parce que vous êtes sur autoroute. Et ça ne coûte rien à la collectivité. Il n'y a pas un poil de subvention. Tous les bus qui circulent, les bus interurbains qui circulent en Grande-Bretagne, c'est 0 subvention. Alors c'est un peu cher pour l'usager, mais ça rend des services extraordinaires. Donc vous voyez, il ne s'agit pas de fermer les TER, mais on va finir comme ça, parce que après je vais me faire couper la tête, mais j'étais l'autre jour à un repas avec les présidents de régions français, il y en avait 5 ou 6, dont un, celui du Limousin, pour le citer, qui nous disait, on était juste en petit comité, hein, il n'y avait pas de journalistes, pas de syndicalistes. Il nous disait, j'ai un problème avec les TER, parce que l'argent que je donne chaque année à la SNCF pour faire rouler les trains en Limousin, une région peu dense, et en gros il y a 4000 personnes par jour qui prennent ces trains, et c'est en gros toujours les mêmes, parce que c'est des abonnés, eh bien je ferme mes trains, eh bien ces gens-là, je peux à chaque individu lui acheter chaque année une Renault Clio. Vous voyez, je pense qu'il file du mauvais coton, cet homme-là. Oui, mais c'est... Voilà, c'est des questions qu'on se pose. Ou alors il faut passer au modèle suisse. Hein. C'est-à-dire que vous dites, voilà, on va augmenter la fréquence des trains, mais vous allez nous le faire 2 fois moins cher. Un TER en France, c'est 20 € du train kilomètre, sans compter le péage, uniquement l'exploitation. Le contrôleur, le conducteur et l'énergie. En Allemagne, vous avez le même train à 10 € du train kilomètre. Pourquoi ? Non, mais il faut aussi déjà permettre que d'autres opérateurs que la SNCF par exemple, voilà. Vous avez vu ce qui vient de se passer pour les trains d'équilibre du territoire, la commission qui a été mise en place, avec Philippe Duron d'ailleurs, qui est un homme charmant. Eh bien, le ministre lui a dit, vous n'avez pas le droit de parler de la concurrence. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une commission qui va enterrer vite fait le problème. Voilà, bon écoutez, je crois qu'on a fini. C'est vraiment la dernière. J'aurais voulu quand même parler très rapidement du trafic aérien, parce que vous avez dit que c'est le problème probablement qui allait résister le plus. Oui. Alors là aussi, je vais partir juste d'un transparent, mais là je pense que vous allez globaliser. J'ai été très surpris par la courbe d'origine Airbus qui prévoit une explosion du trafic aérien. Alors c'est vrai, vous avez dit très justement qu'on est dans une période momentanée de pétrole bon marché, mais il y a des raisons pour ça. Il y a une guerre des prix momentanée entre les Américains et l'OPEP. Ça va remonter. Il y a une guerre des prix momentanée pour affamer la Russie. Bon, il y a tout un tas de raisons purement conjoncturelles qui vont disparaître. Donc on va se retrouver avec un prix du pétrole qui va exploser, on va se retrouver malgré les prouesses des ingénieurs avec du carbone qui va quand même être très gênant, et même avec le concept de la formule de vitesse harmonique qui est très intéressant, finalement le trafic aérien va finir par être pénalisé. Donc comment est-ce qu'on peut croire à ces arbres qui touchent le ciel? Alors, vous avez raison, j'avais travaillé avec un des ingénieurs qui a d'ailleurs créé les Airbus A320, etc., Georges Ville, qui lui a des prévisions de trafic où il dit non, là il se gourre, il va se passer quelque chose comme ça. Donc voilà, donc on peut déjà... Alors le problème c'est que ça c'est à l'échelle mondiale. Il ne faut pas oublier qu'il y a la Chine et l'Afrique qui poussent. Hein.
Et donc, même si aux États-Unis le trafic aérien plafonne, et là vous avez raison, vu ce qui se passe en Chine en ce moment, en Inde et en Afrique, et vu la fringale de développement qu'ont ces gens-là, le trafic aérien va se développer de façon énorme dans ces pays-là. C'est d'ailleurs eux qui achètent les avions. Donc, et oui et non, puisque il paraît que dans les grandes métropoles chinoises, l'air est déjà irrespirable. Non, mais c'est pas les avions qui polluent les métropoles d'accord, enfin, il chinoises. va y avoir tout à l'heure une conscience globale qui va faire que... Si les métropoles sont irrespirables, ils prendront d'autant plus l'avion pour aller passer un week-end en Australie. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle, nous, en transport, l'effet rebond. C'est-à-dire, dès que vous donnez une liberté au système, pouf, immédiatement, l'effet rebond. Et sur le transport aérien, n'oubliez pas que le carburant, aujourd'hui, c'est que 35% du coût. Vous avez dans le coût du transport aérien un truc absolument gigantesque qui s'appelle toutes les taxes, notamment qui vont nourrir la DGAC, parce que si la SNCF c'est un rentier, la DGAC c'est un encore plus grand rentier. Donc aujourd'hui, vous prenez un avion, vous allez avoir un tiers de taxes. Sincèrement, on peut baisser ces taxes. Autrement dit, je serais compagnie aérienne aujourd'hui, je ferais un grand effort en disant mais mettez-nous une taxe sur le kérosène, mais vous nous baissez les taxes, les créneaux en route. EasyJet, aujourd'hui, il paye 25% de son chiffre d'affaires en taxes. Alors justement, il peut y avoir une taxe sur le kérosène, il peut aussi y avoir une taxe carbone extrêmement pesante. Voilà, donc le prix du pétrole va monter, certaines taxes vont monter, mais certainement d'autres vont diminuer. Ce contre quoi se battent les contrôleurs aériens français qui font des grèves régulièrement pour ça, c'est quoi? C'est le ciel unique européen, et le ciel unique, c'est de dire, mais c'est plus la peine d'avoir un contrôleur aérien, des contrôleurs qui s'occupent que de la France. Parce que maintenant, le trafic, il est international. Donc on peut diviser par 3 le nombre de contrôleurs. Parce que tout a été automatisé. Avant, le contrôleur, il avait un écran devant lui, un écran radar, ça tournait, il avait les points sur les avions, et dans sa tête, il fallait qu'il sache que cet avion était à telle altitude, que celui-ci était à telle altitude, que celui-là ne pouvait pas descendre en dessous de 300 km/h. C'est un travail extrêmement prenant. Aujourd'hui, vous avez des écrans 3D, le contrôleur aérien, il n'a pratiquement plus rien à faire. Donc c'est un métier qui se bat bec et ongle, parce qu'évidemment, il a à défendre une rente, parce qu'ils sont très bien payés, ils ne fichent rien. Voilà. Donc ils se battent bec et ongle, mais vous pouvez gagner énormément sur le coût de l'aviation civile. Et bien sûr, ceux qui sont au-dessus d'eux, à la DGAC, les défendent, parce qu'eux aussi, ils ont une rente. Voilà. C'est un État dans l'État, l'aviation civile. Ils ont une rente de situation, ils ont des taxes qui leur arrivent, et voilà, et ils sont très bien là-dessus. C'est des seigneurs. Enfin, j'ai assisté une fois à une conférence où il y avait tous les représentants des aéroports et les représentants d'Air France. C'était il y a 10 ans, ça a un peu changé depuis. J'ai été applaudi comme jamais j'ai été applaudi. J'avais l'impression d'être une star, quoi. Pourquoi? Parce qu'il y avait un gars d'Air France qui était intervenu, qui était un peu désagréable. Et après, dans la table ronde, on m'avait donné la parole et j'avais dit au gars d'Air France, vous savez, ça me surprend ce que vous dites parce que j'ai pas le sentiment que dans le transport aérien, Air France soit vraiment un acteur dominé. Et là, la salle applaudit à tout rompre. Parce que tous les gars, ils étaient des aéroports dans la salle, ils avaient été tellement ulcérés par le comportement du seigneur, quoi, du seigneur d'Air France, que moi, ma petite formule, là, j'avais été applaudi à tout rompre parce que j'avais été le seul qui avait osé dire à Air France, vous pouvez en rabattre un peu. Surtout que c'est pas la meilleure compagnie du monde. Voilà, allez. Merci. Merci.